Yay! Ça va? Ça fait longtemps? Bah ouais, tranquille. Aïe, 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 aïe. Ça va? Monsieur Tomer. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Installe-toi bien, tranquillement, mets bien le micro. Merci. Ah oui, j'entends mieux en effet. T'entends bien là, ça va? Ah ouais, parfait. Parfait. Tout va bien, tu parles bien en face du micro pour qu'on capte bien ta magnifique voix. Oui. Et on sera bon, les amis. Mathias Tomer, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce podcast en direct. C'est baptême du feu, hein, pas le droit à l'erreur si je bafouille. J'ai le fouet. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir si vous avez des questions ou quoi, allez-y. On prendra, je pense, vers la fin plutôt de l'interview les questions des spectateurs, téléspectateurs. Donc Mathias, comme vous le savez, c'est le gars qui est derrière le skatepark, qui est aussi un shop, Cosa Nostra, HL à Paris. Ça fait des années que tu es derrière le skatepark. C'est combien de temps que... 1999, ça fait 26 ans exactement. Waouh, 26 ans, incroyable, c'est fou ça. Mais ouais, de ouf, hein. C'est dingue. Mais avant peut-être de plonger dans l'histoire du skatepark, moi j'aimerais savoir une question assez basique. Comment est-ce que tu t'es mis au skate? Qu'est-ce qui t'a fait venir à ça? On est dans la période, c'est Noël 79. Pour ceux qui connaissent l'ancien siècle, le siècle d'avant, Noël 79, donc le sapin de Noël, au pied du sapin, j'ai la photo, donc c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Okay, J'avais donc 6 ans, et au pied du sapin, il y avait des jouets classiques, quelques jouets, et au milieu de tout ça, il y avait un skateboard, et ça a commencé comme ça, le skateboard est là. Première photo sur un skate, c'est donc Noël 79. Et pourquoi un skate et pas autre chose? 79, c'était un peu le truc quand même qu'il fallait aller chercher pour Noël. Moi, je n'avais pas forcément commandé un skate, je n'ai pas la mémoire de mes 6 ans, mais le skate était là. Première photo, je suis en régulière dessus, sachant qu'aujourd'hui je suis goofy, donc j'ai fait un jour régulière. Donc t'as un peu un peu le scapegoat, t'as pas de stance. non, ça a duré qu'un seul jour et c'était ça, et ça a commencé comme ça. Et puis après, forcément, un peu comme tous ceux de notre génération, ceux qui ont commencé le skate fin des années 70, début des années 80, le skate dans la rue, tout simplement, essayer de rouler et déjà essayer de rouler assis, voire à genoux. Okay. Parce que être debout, c'était déjà un trick. Donc voilà. Waouh, incroyable, c'est fou ça. Et à quel moment c'est venu le skate différent ou le skate en street où ça commençait à faire des tricks, des ollies, sauter les trottoirs Déjà en 79, il n'y avait pas de ollie. Ouais. Tu descendais pas. J'imagine bien. Est-ce que ça skatait au Trocadéro? Oui, mais moi j'étais loin du Trocadéro. J'étais loin du Trocadéro en Seine-et-Marne, à Chelles, donc j'étais assis sur mon skate. Puis après, j'ai plutôt commencé à genoux parce que mes genoux pouvaient rentrer. Je revois encore ma planche aujourd'hui, j'hallucine. C'est des petites planches, là, des petits cruisers en plastique là. Exactement. Donc, j'étais à genoux, puis après je me suis mis assis pour faire un peu les descentes du coin. Et progressivement debout, qui me paraissait vraiment, comme je disais tout à l'heure, un trick. Et puis, vers 84, 85, 86, tu vois, sûrement peut-être à la télé, ou un film, ou peut-être un magazine qui parlait de windsurf, ou choses comme ça, ou à la télé, sur une pub, ou un film. Dans des films, Police Academy, j'allais te parler de ça. T'avais les gars de Bones Brigade qui doublaient les acteurs. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois juste quelqu'un qui descend vite. Déjà, descendre vite, c'est waouh. Et puis, ce fameux ollie, quoi. Et donc, à partir du moment où tu vois un ollie, tu fais ah ouais, ok. Ok, on peut faire d'autres trucs avec le skate. Ouais. C'est fabuleux. Même pas à penser à d'autres trucs, tu dis ok, ce truc-là, je vais le faire. Sachant que tu l'as vu un dixième de seconde au cinéma ou à la télé dans un magazine. Et donc après, de mémoire, tu te dis putain, il faut que j'arrive à monter. Mais le mémoire, comme si tu avais scrollé un truc, tu fais ah tiens, ça c'est cool chez le ollie. Et puis après, tu regardes ton trottoir, tu regardes à droite, à gauche, il n'y a personne, et tu fais il va falloir le faire. Waouh. Et voilà. C'est incroyable, c'est une autre époque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir YouTube, d'avoir des professeurs sur YouTube, d'avoir Iron Cairo de la baie de San Francisco qui peut t'apprendre le kickflip. Voilà.
Et ouais, c'était une autre époque. Ouais, mais c'est passionnant parce que du coup, ton trottoir, c'est ta vie, c'est ton air de street, enfin, tu penses même pas à une air de street, c'est vraiment ton espace d'expression, quoi. Et puis une fois que tu as franchi le trottoir, tu te dis, putain, il y a un trottoir en face, et puis un autre trottoir en face, et puis du coup, tu avances et tu progresses comme ça, et tu te projettes dans le monde du skate comme ça, quoi. Waouh, c'est génial, c'est trop fort. Est-ce que tu as des références à l'époque qui t'ont inspiré aussi après Les références de suite. l'époque, vraiment 85-86, pas plus que ça. C'était vraiment les références. Le voisin là-bas qui a 18 ans au bout de la rue, qui lui arrive à rouler un peu plus vite, à descendre. Voilà, ça c'est les premières références. Et puis après, c'est un petit peu le bouche à oreille. Et tiens, t'arrives fin d'école primaire, collège, et il y a peut-être quelqu'un qui skate dans le bled d'à côté ou dans la classe pas trop loin. Et la référence devient tout de suite le gars ou la nana qui roule un peu et qui skate et qui a, lui, peut-être chopé un autre trick. Parce que il a été au cinéma où il est parti en vacances, il a vu quelqu'un à droite à gauche, et voilà, c'était vraiment ça les influences, quoi. Qui a une petite info qui concerne le skate, ok, on va chercher. Ok, trop bien. Et c'était comment le street en Seine-et-Marne? Est-ce qu'il y avait des plazas ou des endroits où vous réunissiez? La plaza, ça n'existait pas. Ou un spot où vous vous retrouviez pour skater? L'idée, c'était de se déplacer, d'aller de spot en okay. spot, quoi. Et donc, les tricks que tu voyais en halfpipe ou les tricks qu'on voyait dans les magazines, plutôt des airs ou des grinds, des slides, c'était trouver des endroits où tu pouvais reproduire ce air, ce grind, ce slide. Et forcément, tu cherches autour de chez toi, et puis un peu plus loin, et puis beaucoup plus loin, parce que tu sais qu'il y a 3-4 marches dans une école à 3 km d'ici, puis après un trottoir qui peut-être grind parce qu'il n'est pas en jaune à 3 km dans l'autre sens, et donc tu roules et tu avances plutôt de spot en spot. Okay. Waouh, en mode conquête, exactement. Ouais, conquête totale. Ça, c'est fou. Conquête spatiale. Conquête spatiale. Ouais. Parce que je peux te dire qu'en Seine-et-Marne, c'était la conquête spatiale, mais Chelles, c'est un bon bled. Il y a le train qui amène à Paris en moins de 11 minutes, donc il y avait aussi cette possibilité. Donc ça vous arrivait d'aller dans Paris pour skater, trouver des spots? Non, pas du tout. Il n'y avait pas vraiment cette notion de plaza. On avait plutôt un lieu de rendez-vous, nous à Chelles, qui était plutôt vers le centre culturel, un peu comme tout le monde, la place de la mairie, etc. Quoi. Et à partir de là, c'était plutôt le lieu de rendez-vous pour aller explorer ensemble, à droite à gauche, dans notre ville et dans toutes les villes avoisinantes, quoi. La plaza, c'est arrivé 91, 92, avec bien sûr tout ce qui se passait à l'Embarcadero à San Francisco, toutes les vidéos où les gars, en fait, ils performaient sur une place. Et donc là, forcément, tu te dis, tiens, notre spot, on n'a pas tout exploité sur notre spot de rencontre. Donc c'était l'époque des Rick Howard, des Mark Gonzalez qui commençaient à faire du street. Ouais, ils en avaient fait déjà plutôt pas mal, mais c'était surtout toute la clique à San Francisco, Embarcadero, qui a éclaté le spot, quoi. Et donc ce spot-là devenait une référence, et c'est de là où on est resté un peu plus scotché sur l'endroit de rencontre, la plaza, quoi. Ok, waouh. Ouais, la plaza historique, c'est bien sûr le Trocadéro, parce que ça descendait, ça roulait, etc. Mais c'était pas, moi, de mon point de vue, de banlieue, c'était pas vraiment considéré comme une plaza. Il y avait, c'est un spot Trocadéro, mais c'était pratiquement apparenté au skate des années 70. La descente, le slalom. Le slalom entre les cônes, tout ça. Alors que le street, les premières grosses images de street, que ce soit film ou autre, c'était vraiment la rue qui est en face de chez toi, c'est un spot. C'est pas du tout. Donc Trocadéro, différent. Puis après est arrivée la plaza 92. Mais le gap entre 86 et 92, qui fait 5-6 ans, mais c'est juste incroyable. Quand je vois les 5-6 ans qui ont passé là entre Covid et aujourd'hui, moi les 6 ans, 87, 88, 92, Alors dans quel sens t'as vu les rails, sauter les marches, faire du street, et du coup le nose, le switch, nollie, switch tray, on est passé de faire un ollie à monter une marche à switch tray au-dessus de 4 marches en 6 ans. C'est fou. Mec, ça. Mais quand je te dis ça, c'est que tu commences à faire des ollies en 86, en 92, il y a des mecs qui font des switch trays, quoi. Ça fait un très grand gap. Tu commences à te dire, je maîtrise bien mon truc, tu vois, et l'autre, il te sort une vidéo tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. mais qu'est-ce qu'il fait. Du coup, ça vous a poussé, j'imagine, à apprendre de nouveaux tricks, d'apprendre à essayer de nouvelles choses. Ouais. En fait, dès qu'il y avait quelque chose qui sortait, on était tous friands de ça.
forcément, que ce soit en courbe, en street, etc. Enfin, en courbe, street, tous les domaines du skate, ça explosait, parce qu'en courbe, c'était aussi incroyable. Hein. On est passé du frontside, enfin, il y a eu le McTwist quand même en 84, à switch flip, backd, enfin bon, voilà. Donc, tout ce qui sortait, on était hyper friands de ça. Sachant que, quand même, en rampe, en courbe, ils ont pris cette claque aussi. C'est-à-dire qu'en 76, 77, 78, ils faisaient les premiers virages dans des piscines vides. Et en 84, McTwist, par Mike McGill, à 1m50 au-dessus du coping, quoi. Donc 78, 84, tu vois, en 6 ans, il y a ça. Puis après 84, 85, 86, 92, tu as tous les tricks que tu as aujourd'hui qui sont calés, quoi. En 10, 12 ans, tu te prends... Ça devait être fou quand même d'assister à toute la progression de ce skate-là, qui est encore présente aujourd'hui, là. C'est fou. Exactement. Ah, on entend de loin ma sonnerie de téléphone, je suis vraiment désolé, non, pas de problème, t'inquiète. Vous l'entendez pas, mais... Non, je l'entends pas, moi. ouais, la progression est incroyable, et donc tu chopes des tricks sur n'importe quel média. Ouais. Comme je disais, journaux, télé, films, etc. Et tu te prends une claque à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, que ce soit ton pote ou comme le mec au fin fond de la Californie ou en fin fond de l'Europe. Voilà, et ça se termine avec des Tom Penny en 94-95. C'est-à-dire que le flip qui passe au flip front Natas en 89, c'est Tom Penny en 95 qui te saute 12 marches au-dessus d'un rail. 89, tu vois un flip front de Natas en vidéo, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc 5 ans plus tard, il y a 15 marches. Qu'il a fait sur des marches. Wow. Et genre, toi, tu essayes encore ton flip front, tu fais ah ouais, ok. Ok. Mais tout de même, j'ai appris que tu avais une carrière street et que tu avais fait la première parue de Carhartt. Tu étais parti en tournée avec Carhartt. Oui. C'est consistant en quoi tout ça Comment s'est fait la connexion avec Carhartt? Arrivé un petit peu dans le monde du skate et puis chercher à s'implanter en France. C'était pas très loin d'ici, hein, dans les shops vers Étienne Marcel et tout ça, où c'était largement pas loin d'ici. Ouais, c'était un shop. Non, à Étienne Marcel, bref, j'ai oublié. Okay. Une sorte de boutique un peu comme Citadium aujourd'hui, mais qui était à 200 mètres d'ici. Bref, et qui distribuait, qui avait un corner Carhartt et qui était voilà, donc, eh bien, il cherchait à s'implanter dans le monde du skate. Et pour savoir qui skatait, qui avait une crédibilité dans le monde du skate, il fallait avoir une parue. Dans un mag, et bon, par chance, j'avais. T'avais une parue dans un magazine. Une parue dans un mag par-ci par-là. À l'époque, c'était quelques pages de skate dans le Freestyler Magazine, qui était plutôt snowboard. Et ils avaient fait un article sur le skate parisien. Dedans, il y a des gens qui gèrent Suprême, il y a des gens qui ont créé Sugar, il y a des gens... voilà, c'est un article assez... Freestyler qui a été fait par Fred. Ouais, Fred Demar qui a fait Soma et tout ça après. Et donc, dans ce petit article, on avait tous une petite photo. Alors, certains ont fait... il y avait Stéphane Larence, il y avait Thierry Rarinozzi, il y avait... bref, il y avait pas mal de monde. Et cette photo te servait un peu de CV, quoi. Et t'es un peu en chien, tu vois que les fringues Carhartt c'est quand même charmé, ça ressemble à du Dickies mais c'est un peu un autre deal, c'est bien. C'était Carhartt ou c'était Carhartt Whip Carhartt Whip, Carhartt Europe qui cherchait à constituer, à choper des skateurs, et puis du coup tu montres ça dans un salon, à l'époque c'est je sais plus quel salon, peut-être Gliss Expo. Puis ils font ok, chaud, voilà, on va te passer des affaires. C'était le Instagram de l'époque où les gens se rencontraient un petit peu, les gens de l'industrie. Tu vois, t'as un magazine, il fallait avoir une photo, donc il fallait que le photographe vienne, que tu rentres le trick, c'était en argentique, il fallait que la photo soit bonne, etc. Enfin, c'était tout un délire, quoi. Quand t'avais la photo, c'était au-delà du Graal, quoi. Même si c'était une photo où on te reconnaissait à peine, mais non, les photos étaient bonnes quand même. Et donc, avec ce CV, rentrer dans ce truc Carhartt. Et ils ont constitué assez rapidement un team européen dans lequel il y a pas mal de gens. Avec qui d'autres qui étaient dans la team européenne avec toi? Alors en France, il y avait Salim, il y avait, je crois qu'il y avait Nao, il y avait les gars de Suprême, Salim Krim, pardon. Salim Krim, Nao Nosbaum, bien sûr, il y avait Julien Bachelier qui a créé Antise. Ok, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs. Salim Krim, pour ceux de ma génération qui connaissent, bon, bien sûr, mais je crois qu'il travaille, j'en suis sûr, même à Suprême. Oui, il travaille à Suprême. Frère, Salim Krim. Il y avait Julien Bachelier donc, qui a créé avec d'autres Antise, et donc il y avait également Julian Dickmans qui était un des créateurs d'Antise, mais lui du côté belge. Chez les Belges, il y avait Geoffrey Van Hove. Après, il y avait chez les Lyonnais
quelques skateurs, j'ai oublié le nom, il y avait les Marseillais, il y avait des mecs de Montpellier comme Nicolas Rouquette, Ok, qui est wow. actuellement Qui a fait Trauma skateboard à Trauma l'époque. skateboard et tout. Ouais. Et donc, finalement, il y avait une bonne clique. J'ai oublié quelques noms parce que on se voit, on se côtoie, mais là, Ouais, mais c'est quand même une sacrée team. Hein. Et du coup, oui. Et puis, du coup, bah, nous, on était, juste pour l'anecdote, on avait envie de bouger, rouler et s'aventurer. Le seul moyen de se retrouver et de bouger ensemble, c'était d'aller sur des contests. Parce que là, il y avait un budget qui était défrayé, quoi. Donc, on a commencé comme ça. Aller sur des contests, on a lutté pour leur expliquer que ce serait bien de faire des road trips pour avoir des photos et expliquer que la photo du road trip pouvait avoir plus d'impact que d'aller dans un contest et essayer de faire un truc. Mais quand tu vas dans un contest, tu vas dans un autre bled, dans un autre pays, et donc du coup, tu en profites aussi pour faire du contenu. Et c'était une lutte. Il fallait qu'ils comprennent ce truc-là et qu'ils lâchent le budget. Et à l'époque, on était des oufs. Parce que tu donnes un budget, mais il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de SMS, d'email, de machin. Tu donnes le budget à un gars. Petit bonheur à la chance. Le gars, il s'en va. Tenez, yalla. Il y va avec ses potes et après, s'il revient, tant mieux. Et si les photographes ramènent des pellicules à peu près en bon état, un peu de footage... Et ben c'est parti quoi. Et donc c'était des beaux budgets, c'est un truc qui te permettait de vivre du skate. Ah ouf. Je sais pas. Et j'ai des pantalons gratuits. Ah waouh. Ah ouais. J'ai des suites gratuits. Ah waouh. J'ai pu aller à Lyon. Que tu revendais un petit peu sous le manteau pour te faire un petit peu de sous. Mais non, pas du tout. Il y avait pas de Vinted, tout ça. T'avais un pantalon. Tu dis ouais, j'ai un pantalon, c'est chambé. Putain. J'ai un pantalon pour le mettre. Incroyable. J'ai un sweat qui a une bonne taille, tout ça, qui peut rentrer. Je peux pas me l'acheter, mais on peut me le donner, donc ça c'est cool. Et puis on peut aller à Lyon, donc chambé, aller voir tous les gars. Il y avait il défrayait tous les transports et tout ça quand même. La bouffe. Des fois t'avances les et chambres après d'hôtel. t'espères non mais non. ok, mais je sais pas. Moi je me dis c'est Carhartt quand même, c'est pas tu prends ta bagnole, tu prends de d'à côté. l'essence, t'essaies de trouver un gars qui a une essence et puis après tu reviens avec ton petit ticket, s'il te plaît, parce que en fait, mais qu'est-ce que vous avez... Enfin voilà, donc à Lyon, il y avait Yves Goyaton qui est toujours là-bas, qui est un artiste et tout ça, il y avait pas mal de gens. Donc aller à Lyon, c'était cool. On avait été à l'époque à Montpellier où il y avait un gros contest à Montpellier qui était le Attitude Festival, là où se retrouvaient, où l'année où on y était, il y avait Karim Campbell, Bastien Salabandi. Skatepark de Gramont, elle est ouais, Skatepark de Gramont. Où Bastien, qui avait peut-être 12-13 ans, était fan de Karim Campbell. Pardon ? Exactement, ces années-là, ouais. Okay. Et puis Nîmes, etc. Enfin, des bleds en France. Nîmes, des bleds, c'est la famille, Nîmes. Ouais, elle est skatée là-bas. Du coup, elle est skatée Nîmes, de attends, mémoire tu avec... skatais le skatepark en bois, là ? Non, t'es ouf, la street. Ah, la street, ok. Le skatepark en bois en 97 ou 96, c'était malade, 95. Ouais, c'est vrai. Si, il y avait peut-être des skateparks en bois, mais nous, on était street, quoi. Ouais, début des années 2000, je crois. Il n'y avait pas genre... Enfin, non. Bref, on était un peu dans la rue. Il y a un beau street aussi à Nîmes, le carré d'art, la maison carrée, tout ça, la place d'Assas. À Nîmes et à Marseille à cette époque-là où c'était assez ouf, quoi. Donc sponsorisé certes, mais t'as un gamin de 12-13 ans qui te fait 400 tricks dans la gueule. À l'époque, je devais avoir 24, 23, 24. Je fais ok, c'est fini. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment fini. D'ailleurs, à l'époque, la carrière des skateurs était assez courte, non ? À 25 ans, après 25 ans, c'était fini. J'étais en fossile. Je suis passé de Mais pourquoi ça jeune débile à vite vieux fossile en l'espace de 2-3 ans. Parce que c'est le moment aussi où on se rend compte qu'on peut pas forcément vivre du skate, qu'il faut aussi payer ses factures. On se projetait pas du tout. Il y a des responsabilités, non ? Non, même pas. C'est parce que dans ce qu'il y avait dans le monde du skate, au-delà de 22, 23, 24, 25, il n'y avait pas de modèle, quoi. Moi, je me souviens de l'une des premières vidéos Trasher où ils mettaient un mec de 33 ans qui faisait un handstand sur une board. Et je me souviens de cette vidéo à l'époque parce que c'était en 93, tu vois. Je voyais un gars, il marquait l'âge en dessous de 33. Je disais, mais le gars. Parce qu'un gars de 33 ans, c'était un mec des années 70. Donc du coup, c'était incompatible à faire du skate à cet âge-là, quoi. Donc 23, 24, 25, fossile. D'où l'idée de faire un skatepark. Mais t'as commencé directement par un skatepark ou par des mini, il me semble, non ? Ouais, mini-rampe, des mini-rampes. Projets, vous avez construit votre première mini-rampe à partir de plans trouvés dans un magazine, il me semble. Ouais, des plans trouvés dans un magazine, exactement. Ouais. C'était quel magazine, tu te rappelles ?
Ça devait être No Way à l'époque. Ok. No Way en 2 mots, je pense. Et puis Ok. il y avait souvent des plans de mini-rampes. Puis tu essaies de reproduire ce que tu vois. Donc ça, c'était dans le jardin du crew, un petit peu des potes de collège et de lycée. Ok. Et puis après, on a essayé de pousser un peu plus loin. Ça, c'est quand même 91, 92, 90 même, je dirais. D'essayer d'avoir un peu ce rêve ultime, d'avoir une courbe pas très loin de la maison, quoi. Et cette première courbe, elle était bien ou était bancale? Ça donnait quoi? Il y en avait même, je pense à 89. Non, c'est carnage au début. Total carnage. Mais t'as une courbe. Chose que tu ne trouves pas dans la rue, donc t'as une courbe. Donc tout le monde s'y met, tout le monde kiffe. Tu vas chercher, oui, un morceau de bois qui traîne, une affiche, un 4x3 un petit peu, que tu dévisses le soir et que tu ramènes. Bref, des choses un peu bizarres pour l'époque, mais ça nous permettait de rentrer dans ce rêve qui était la courbe et aller dans les airs avec une courbe ou grinder, etc. quoi. Excellent. Et comment c'est parti donc de la courbe vers la construction du skatepark? C'est ce truc où tu es fossile à 24 ans, Ouais. où tu as fait un petit peu des tafs à droite à gauche et que tu te rends compte dans l'industrie, tu as eu un suite, 2 planches de skate, t'as fait, voilà, et tu dis non mais j'ai fait quand même pas mal de petits tafs, je peux pas, il faut rester dans le truc quoi. Il faut rester dans le skate. Tu ne voyais pas faire autre chose quoi, tu voulais vraiment tu voulais vraiment gagner ta vie dans le skate. Le skate shop c'était inabordable dans le sens où l'investissement, un lieu, etc. Et même être vendeur dans le skate shop, je disais, non, il faut que je sois dans la pratique. Et on s'est projeté tout naturellement, non pas sur le concept de skatepark comme on a aujourd'hui, mais à un lieu couvert qui puisse nous permettre de faire un événement. Okay. On s'était dit, on va essayer de faire un championnat de France de skate. Okay. Comme ça, on se retrouve, on fait un truc de ouf dans un gymnase, dans un lieu couvert. Ok. Voilà, et à comment partir vous de êtes là, pris pour on a essayé de gratter auprès des mairies pour avoir un gymnase. Ils ont fait, mais de quoi tu parles? On parle de skate. Ils ont dit, rentre chez toi, va faire un tour, tu reviendras plus tard. Et puis après, on a essayé les lieux un peu désaffectés. Okay. Là, pareil, lieu désaffecté, compliqué de vraiment de squatter pour faire un truc un peu carré. Et puis finalement, à force de galérer, on s'est dit, il va falloir louer quelque chose, quoi. Et le quelque chose, à partir du moment où tu te dis, tiens, louer quelque chose, qu'est-ce qui pourrait être bien pour le skate? Je suis parti un peu du constat qu'il y a des sports où ils sont bien. Le golf, le tennis, ils sont bien, tu vois. Ils ont un terrain de golf, il a quand même 18 trous, le mec, il est tout seul. Imagine le terrain qu'il faut pour qu'il fasse juste taper dans une balle avec une canne. Tu fais, si lui, il a réussi à faire ça, nous, il faut qu'on se mette dans une infrastructure qui nous permette d'être bien, donc un parking, un vestiaire, sanitaire, etc. Donc le tennis et le golf, ça peut être des spots où il faut aller gratter et se positionner. Par chance, à côté de chez moi, il y avait des terrains de tennis, privés et publics. Okay. Les terrains de tennis privés ont bien marché dans les années 80-90 avec tout le public qui avait assez d'argent qui était fortuné pour aller là-bas. Et puis la ville de chez nous a fait des terrains de tennis publics et ça a cassé le marché des terrains de tennis privés. Okay. Et donc le mec qui avait des terrains de tennis privés était aux abois, quoi. Et on a été le voir en disant, t'es aux abois, t'as besoin de payer ci ou ça, on pourrait pas faire une sorte de bail, donc une location précaire sur 3 mois. Nous, on fait notre événement, on voit s'il y a peut-être moyen de faire un skatepark, un truc, enfin bref, on tente le coup, quoi. Le gars fait, ouais, à l'époque c'était 30 000 francs, donc pour vous aujourd'hui c'est 4 500 € par mois. Okay. On a fait, ouais, vas-y, on est chaud. Et tu te dis, tu repenses à tous les films un peu du Parrain, tout ça, tu regardes bien droit dans les yeux, tu fais, ouais, pas de problème, mec, on signe où? Grosso modo, je te grossis le truc. Ouais. Notre ville de Chelles était venue aussi derrière en disant, votre projet est fou, vous voulez faire un truc assez incroyable, vous avez déjà 1 an, 2 ans d'existence en tant qu'association. Vous avez créé une asso avant, l'association Tribe. Là, je te grossis le Tribe. On a fait Tribe Skateboard Club, on a fait plein de trucs au niveau pédagogique, des sorties. Vous aviez du poids en tout cas pour vendre votre truc. Une vidéo, etc. Donc on avait quand même quelque chose de consistant. Oui, j'avais entendu cette histoire-là. Vous avez fait une espèce de lettre vidéo pour convaincre le maire de vous aider à financer l'espace. Comme une sponsor me.
Ouais. mais pour C'est génial. skatepark me, quoi. C'est génial. Et du coup, le maire, ils étaient prêts à mettre un peu Mais d'argent juste sur l'eau. dans cette vidéo, genre, vous faisiez quoi? Vous parliez devant un micro? Ah ouais, vous faisiez carrément. des Moi, tricks? elle est toujours, je pourrais la remettre en ligne. Non, pas de tricks, pas plus que ça. On lui disait, on faisait un peu le constat de la société. Et on disait qu'on voulait juste un lieu couvert, et qu'un gymnase, tout ça, c'était difficile. Par contre, un lieu un peu propice à la pratique, et ben on y ferait quelque chose de bien, quoi. Et on peut faire quelque chose d'aussi bien que les mecs qui ont une raquette et qui tapent dans une balle, qui font 15, 40, 30 égalité, machin. Nous, et surtout, on était aussi sur l'idée que 2 mecs sur un terrain de tennis, nous en skate, on peut être 30 et kiffer notre race. Alors que les 2 mecs qui sont là solo, ils vont peut-être se taper sur la gueule parce que y en a un qui a battu l'autre, quoi. On était vraiment dans ce constat très très naïf. Et à partir de là, voilà, est-ce qu'on peut aller louer ce terrain de tennis à un propriétaire privé? La ville était, c'est des ouf et tout, mais vous allez avoir peut-être une aide, une subvention pour payer un mois. C'était vraiment très très sketchy, un mouchoir de poche. Et on a signé le 1er octobre 99. Waouh. Là, 25-26 ans. Bon, le soir, tu regardes le plafond, tu fais « Oh putain, c'est chaud, dans 30 jours, il y a 4500 balles à sortir, 30 000 francs, quoi. » Et on a fait le premier championnat de France au skatepark le 6 décembre, je crois, 99, 2 mois après. Ok, waouh. On ouvre le truc, on se dit « Waouh, il faut y aller. » Donc, construire un peu les spots, les modules, lancer un peu notre... Donc, au-delà d'avoir de l'argent pour louer l'espace, vous avez aussi, j'imagine, fait appel à des sponsors, non, pour on a fait essayer appel à peut-être l'État. de construire les modules. L'État, à l'époque, faisait des retaper emplois un peu jeunes. Ah non, Mhm. même pas, les emplois jeunes à l'époque. Ok. Un peu comme service civique, là. Mhm. Et l'État disait, bah voilà, vous faites un emploi jeune et on vous aide à hauteur de 80-90% du salaire. Hop, emploi jeune. Et puis après, on s'est démerdé à construire. On a commencé avec un banc. C'était le banc du tennis, qui était dans le truc du tennis. Et voilà, tu fais un petit module. On a ouvert fin octobre, début novembre. Je crois on a ouvert début novembre. Quand on a ouvert, on n'avait pratiquement rien. Et chaque fois qu'il y avait un peu de sous qui rentrait, vas-y, on construit. Pour qu'au mois de décembre, on puisse faire un championnat de France. Génial. Championnat de France qui a été gagné par un Michael McRod. Michael Ok, McRod, tu vois si vous Michael connaissez? Ouais, je connais, ça, l'ancienne, il a de ouf. gagné, oui, il a De gagné ouf. de ouf. Et puis il y a plein d'autres noms derrière qui étaient là, tout ça, mais je ne vais pas sortir tous les noms. Mais en gros, Wow. comme ça, on est parti comme ça parce que à se sentir vieux à 24 ans, à faire un peu le constat, pas vouloir aller dans un skate shop, pas vouloir faire un taf un peu de con. Les parents derrière qui à l'époque... Mais du coup, ce premier championnat-là, ça vous a permis après derrière de convaincre la mairie de prolonger le support. Bah ouais, on est là, ça roule, c'est là, l'aide pas plus que ça, mais nous on arrivait à faire une sorte de fonds de roulement, trésorerie pardon, et d'aller voir le propriétaire à la fin des 3 mois. Et lui dire, mec, si tu... Tenez l'argent. Oui, exactement. Ouais. Et puis, si on peut faire encore 3 mois, on est là. Et on est parti de 3 mois en 3 mois. Et ça a duré au moins 5 ans. Hein. 5 ans, waouh. Comme ça, avec un bail précaire. Avec le mec, et sachant qu'à l'époque, le propriétaire avait un bureau dans le skatepark. Il devait être content d'entendre les skateurs. Il avait loué le truc, mais il avait gardé un bureau exprès. Pour surveiller un petit peu si vous faisiez pas des conneries dans le skatepark. Voilà. Waouh, incroyable. Et après, vous avez changé d'espace? Comment ça s'est passé pour la suite Non, toujours le même espace. Voilà, on a juste été un peu à l'extérieur. On a commencé à construire un bowl en 2009. On a économisé pendant 10 ans et on a construit un petit bowl. 10 ans d'économie. Puis on a, à l'extérieur, il y avait un terrain de tennis. Enfin, autour du skatepark couvert. Et on le regardait depuis un petit moment. On s'est dit, putain, un terrain de tennis, vas-y, on creuse, on le fait, quoi. Et puis on a appelé un terrassier, un mec avec une grue. On a fait un dessin à la craie, genre en forme de piscine. On s'est regardé, on fait combien pour un trou là? 2000 €. Vas-y, creuse. Let's go. Et on a fait un premier petit bowl. Sur ce premier petit bowl en 2009, 10 ans plus tard, on a fait le Vans Park Series. Le Vans Park Series. C'était un immense bowl. Ouais. Mais je dis qu'on a creusé le bowl parce que quand je revois les images de ce petit bowl qu'on a fait, qui était quand même vraiment bien, on a fait des concerts et tout ça là-dessus. Je me dis, mais on a quand même fait ça avec les gars de Brusque. Brusque, c'était des Belges qui maintenant ont pignon sur rue avec une entreprise de construction de bowl. Mais on a surtout creusé genre
un peu DIY. Ouais. Un peu comme le parc en indoor, en fait. C'est du DIY. Tous les modules, on les a construits nous-mêmes, tous les trucs. Et je vois ça avec le recul. Je fais putain, on était des oufs quand même. Parce que creuser. Jeune. Ouais. Franchement, c'était un peu. Mais voilà, c'est l'histoire. Mais avant de construire le Vans Park Series, vous avez fait aussi pas mal d'events. Vous avez fait venir des teams de ouf. Genre, il y a Team Lakai Choco. Il y a des images qui traînent sur YouTube d'ailleurs de ça. Team Nike SB, Volcom, America. Il y avait des démos de ouf. C'était dingue. Comment tu faisais pour faire venir tous ces gens-là en plus, dans un endroit quand même qui était assez reculé de Paris, qui était, tu vois, à Shell. C'est des retours qu'on avait des partenaires, des sponsors éventuels qui disaient ouais, non, mais attends, Shell, qu'est-ce que tu veux faire? Et par chance, on a travaillé avec V7 Distribution à l'époque. V7 Distribution, il distribuait la marque Ethnies et S America avec Pierre-André Senitzerg. Donc ces gens-là, V7 Distribution, c'est Jean-Marc V7. Donc c'est quelqu'un qui vient Seine-et-Marne, Avon. C'est toute une histoire, le club d'Avon qui a fait c'est toute une longue histoire derrière tout ça. Donc des gens qui sont démerdés aussi par eux-mêmes. Et chez V7, il y a un gars qui s'appelle Morgan Bouvant, qui voulait faire un événement qui s'est appelé le Teenage Tour. Et autour de cet événement, en tant qu'événement majeur donc pour les teenagers et skateurs, d'y mettre une démonstration, une démo. Et c'est la première démo, c'est cet événement-là qui nous a permis d'être crédible. Ouais. Bon, la première démo, on avait Coston, McCrank, etc. Stevie Williams. C'est incroyable. Incroyable. Et le premier mec qui a gagné le Teenage Tour, c'est Lucas Puig. Lucas Puig. Et derrière, le numéro 2, c'était Stephen Koo, qui a fait Hélas. Ok. Bah ouais, les gars. Fou, enfin, même moi, quand je revois ça, je fou, ouais, ça. C'était cool. Dans les DJ, il y avait les mecs qui mixaient, il y avait certains qui sont venus mettre du son. Pedro Winter, qui était là aussi. Ah ouais. Non, mais des trucs incroyables. C'est dingue. Vous parliez tout à l'heure de Pharrell Williams. On a fait la promo de Nerd à travers cet événement. Nerd, qui était le premier groupe de Pharrell Williams. Non, Wow. Et donc, ce premier événement, cette première démo, McCrank, Coston, Stevie Williams qui avait vraiment marqué, et puis plein d'autres, Chico Brenes, Girl. Ça a servi un peu d'appel d'air pour les convaincre les autres marques après derrière. Déjà, les autres teams. Démo, le skatepark plein. Ouais. Quand je dis plein, c'est qu'on refusait du monde à l'entrée. Il y en a qui sont passés par les bois, il y en a qui sont passés par derrière le skatepark pour rentrer. Il y en a qui sont mis dans le toit du skatepark, à l'intérieur, sur les IPN, enfin sur la structure, pour essayer de voir la démo. Non mais une folie, quoi. C'est dingue. Et la démo, total carnage. Des tricks de l'époque qui n'ont pas été encore refaits. Le back nose blunt de Coston sur le spot est toujours là-bas, hein, et je sais que peut-être que Joe Lascar pourrait le faire sur ce spot, ça serait bien d'ailleurs. Mais des tricks Macron qui étaient assez incroyables, etc. Et donc cette démo incroyable, à l'époque on avait la chance d'avoir pas mal de médias, photos, vidéos, et donc des médias qui relayaient tout ça. Voilà. Il y avait des médias étrangers qui venaient, genre des Transworld, Thrasher. Tu parlais tout à l'heure d'une chaussure orange avec un mec, Atiba Jefferson. Atiba Jefferson. Voilà. Il est déjà là. Toujours dans les bons coups, celui-là. Hein. Et sur ce même jour, on a eu quand même beaucoup de monde. Des mecs de Transworld, des mecs qui ont un Thrasher, des mecs qui ont fait Skateboard Mag et tout ça, tout le monde était là. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là? Il y avait un peu de la fierté d'avoir réussi d'avoir des parties d'une petite, mois avant, il y avait rien. Un giga big non, je pensais event. pas à tout ça. Je me disais putain, j'espère que le spot il va bien tenir. Le monde qui est là dehors, ils peuvent pas tous rentrer. Il y en a, ils vont m'en vouloir à vie. Voilà, ça se lâche quand même sur notre spot. Est-ce que les ricains trouvent ça bien ou pas? J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Qu'il n'y en a pas un qui va se tuer en pleine démo, parce que vu le niveau de la démo, j'ai putain, il va se tuer, quoi. Donc, et qu'on puisse gérer tout ce monde-là, et qu'on ait une bonne image, et que Jean-Marc V7 et Morgan Bouvant soient contents du truc, et que ça reste gravé. Voilà. Tu penses à l'instant, en fait. Tu penses à essayer de bien faire le taf, en te disant, si ça marche, on va peut-être rester 3 mois de plus. Et si ça marche à la rentrée au mois de septembre, on sera peut-être là, et là on va peut-être prouver que c'était le bordel. Tu te projetais déjà pour la suite, quoi. Ouais. C'est peut-être après que tu as réalisé
Parce que t'avais réussi, du coup. Moi, même pas, parce Non, que là, ouais. t'es vraiment dans le jus, puis il y a quand même pas mal de trucs à payer. Et puis et aussi, je me disais, il faut que Jean-Marc il paye la démo quand même. Et il venait faire un peu de freestyle là au milieu du skatepark. Non, non, non. Désolé, Jean-Marc, je sais que les temps sont durs en ce moment, mais on était chez Converse. Ouais. On était chez Converse à l'époque, juste avant de passer chez Ethnies et S America. On est passé chez Ethnies et S America, donc Soul Technology juste après, mais on était chez Converse. Et donc, c'était la guerre pour mettre les stickers ou autres sur les modules entre Converse et ce que V7 amenait comme marque, quoi. On a passé des nuits entières pour un sticker sur un module, quoi. Parce qu'à l'époque, les photos et les vidéos étaient très proches du skater, vraiment, vraiment sur le spot. Donc, il fallait être vraiment présent visuellement pour mettre la marque. Et on avait. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas la vidéo et que l'image, c'était vraiment le premier la photo support était, pour le pour rendre compte était des derrière events. le photographe. Le caméraman était derrière le photographe, prenait et le caméraman essayait de pas trop gêner. Alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est le contraire, ouais. Et donc, ouais, ça s'est ouvert comme ça. Et puis après, on a enchaîné très très vite avec plein d'autres démos. Je me souviens à l'époque de Zero, Circa, Lacaille. Nike SB qui est venu aussi. Nike SB en 2011. On a eu Zoo York en 2000. Oh la classe. Et là, des Jeff Pang, des Danny Soupa, des Quim Cardona. Wow. On a eu les gars de Flip aussi, Geoff Rollet, Tom Et Payne, quel est le machin, tout. meilleur souvenir de team que t'aies reçu, toi, au skatepark? Moi, c'était la démo Carnage en 2002. On a fait ça avec Street Machine. On avait reçu Toy Machine. Mais il y avait également America. Et il y avait City Star qui était là. Oh, et tous les mecs étaient un peu là sur Paris. La marque de Karim Campbell. Vu que c'était streetwear. voilà, vu que c'était J'avais un pull City Star à l'époque. Ouais. J'étais fan, j'adorais. Vu que c'était Street Machine, que c'était pas vraiment une marque à proprement dit qui proposait la démo avec nous, Street Machine avec V7 un peu derrière, on a accueilli un peu tout le monde. Bon, cette démo, c'est mal fini puisque Ed Templeton était parti aux urgences avec trauma crânien. Mais en dehors de ça, en dehors de ce truc-là, on avait un plateau de rider à l'époque, City Star, America, Toy Machine, un carnage. De Karim Campbell en passant par Diego Buccieri, en ayant à l'époque le petit Paul Rodriguez, le petit Jeremy Rogers. Wow. On avait, avant sa phase G Casanova. Exactement. Mais le parc, il s'est fait fracasser. Mais fracasser. Tellement fracassé, c'était tellement puissant. Ils ont vraiment skaté le parc. Vraiment, genre, on démonte le truc, quoi. Donc, on a... Est-ce qu'ils ont kiffé de cette démo-là? Ouais. Puis les gens étaient saucés, ouais, tout le monde était super saucé. Et ça s'est terminé tragiquement parce que Templeton, il faisait sa 5e ou 6e commotion cérébrale. La photo de la chute de Templeton, en fait, on voit, c'est une photo qui est passée en double page dans Thrasher. Ça s'appelle Euroshocker. Et c'est Patrick O'Dell, celui qui fait Epic Letter et tout ça, qui a fait la photo. Oui. Okay. Et en gros, la photo, tu vois la tête de Templeton avec du sang qui sort du nez, des oreilles et un peu des yeux. Il est dans les mains de Karim Campbell. Wow. Moi, je suis juste à côté, on voit légèrement mes mains, mais on ne me reconnaît pas, bien sûr. Et à ce moment-là, il y a la femme de Ed Templeton, Dina, qui est là, qui pleure. Mais qui pleure, genre mon mari, au revoir, quoi. Ouais. Elle est en flamme et tout. Lui, il est éclaté. Donc, Karim Campbell a retiré son t-shirt, il met le t-shirt sous la tête pour tenir un peu la tête. Tu vois, il y a la tête, elle est hardcore. Et Ed Templeton, il regarde Patrick O'Dell comme ça. Shoot, mais il lui dit, vas-y, prends-moi en photo maintenant, ça déchire. Et moi, je suis c'est improbable. Et moi, je suis à côté, je suis, waouh, les gars, mais c'est des mutants. Et sur ce, il y avait Benjamin Debert qui était là-bas, de Sugar, il y avait tout Street Machine, il y avait la scène parisienne, la scène internationale, il y avait... Et donc, imagine, la démo se termine comme ça, il fait sur un curb un frontside blunt slide et ça bloque à la fin. Du coup, il part en arrière et sa tête tape par terre. Ouais, donc, carnage. La démo s'arrête d'un coup et tout. On appelle les pompiers, on va aux urgences. Les urgences, c'est un hôpital pas très loin de chez nous. Je tairai le nom parce que vous allez voir la suite de l'histoire, c'est un peu... On va aux urgences. J'accompagne le truc, fin de démo. Bref, mes collègues restent sur le site. Urgence, direction une chambre. Donc là, il y a toujours sa femme. Il y a Benjamin, je crois, qui est là, Debert. Il y a le team manager de l'époque de chez America. J'ai oublié son nom, mais il a bossé chez Vans après. Enfin, un grand team manager. Ça me reviendra. Et on est dans la chambre.
Et là, Ed Templeton, il sait que c'est la 5e commotion, que c'est l'enfer, etc. Ah, sa femme a pleuré, etc. Non. Le gars il dit, on se casse. On est dans une chambre en attendant les urgences et tout ça. Là. Enfin, en attendant de faire un scanner. Ouais. On se casse. Je suis, oh là là, putain, mais c'est vraiment un ouf. Et on s'est barré de l'hôpital. Alors maintenant, je le ferai jamais. Personne ne l'a conseillé, lui a conseillé de rester. T'es là, tu déjà la photo, le truc, la démo, le machin, tu me dis, mais il est fou. Non, on se casse, quoi. On se casse. J'ai repris mes esprits, c'est bon, allez, on se casse. Je pense qu'il avait peur, peut-être, hein, j'interprète ça comme ça, de payer l'hôpital. Oui, c'est vrai comme un bon ricain. Enfin, comme le un système bon de santé américain voilà. est très très cher. Et on s'est barré de l'hôpital. Ok. Et voilà, donc le souvenir d'une démo marquante, c'était ta question. Ah bah là, c'est plus que marquant, c'est traumatisant. Ouais, et à savoir que les images de cette démo ont fait partie du trailer pour PlayStation Tony Hawk 2 ou 3, un truc comme ça. Ok. Excellent. Tu sais, le jeu là. Ouais, le jeu vidéo, en fait, sûr, au début, tu vois Karim Campbell, machin, etc. Et en fait, c'est au parc. Wow. C'est au COSA chez nous, quoi. Euroshocker. C'est la photo dans Thrasher. L'article s'appelait Euroshocker. Incroyable. Patrick Odell, la photo. Wow. Et donc, c'est 2002, ça ouais, 2002. Mardi 2 juillet. Et ça me rappelle la date. Dis donc. Ça, c'est une démo fou, qui ça. m'a marqué. Il y en a eu plein d'autres avec vraiment du niveau de fou. La première fois où Nike est venu au COSA, et ils arrivaient en 2011. Moi, je suis au micro en train d'annoncer les riders et tout. Il y a un mec à côté de moi. Je lis son nom sur la liste. Je dis, mais c'est quoi ton putain de nom? Enfin, je lui ai pas dit. C'est quoi ton nom? I should. Ah ouais, I should wear. Ok. Ah yeah, ok, I should. C'est des trucs qui, après, quand tu le vois skater, quand il devient skater of the year, et puis pour nous. Et puis t'as dit aussi Nigel Houston qui était là. Avec ouais. Il avait son era Rasta là. Ouais. Mais I should, pour nous qui sommes de couleur pas blanche. Et que tu vois qu'il est skater of the year et tout ça derrière. Ça fait extrêmement plaisir, ouais. Non, c'était cool. Il a une Pro Shoes, tout ça chez Nike. Et Naija, pareil. Naija, il est venu avec ES, Ethnies ES, la première fois, donc dans le cadre du V7 Teenage Tour. Donc Jean-Marc V7, Morgan Mouvant, encore un grand merci. Et quand Naija, il est jeune, il a 11 ans, son père est aussi Rasta. Donc il va sur les gros rails, tout ça du parc, tu fais putain, les boîtes qui se prend, les trucs qui se prend, tu sens qu'il y a une ombre derrière qui est son père qui est là, quoi. Donc ça y va. Et à l'époque, quand il a fait l'une de ses premières démos, il y avait aussi Bastien Salabanzi qui est lui qui était en haut, quoi. Donc Naija est venu une première fois comme ça, il est revenu avec Element et il est revenu avec Nike, il est venu 3 fois. 3 fois. Waouh. Incroyable. Oui. Oui, puis il est venu aussi pour les jeux. C'était cool de discuter avec lui, de voir un peu l'évolution, quoi. Du petit enfant avec ses dreads qui se casse en deux sur les rails et tout ça à 11-12 ans, jusqu'au jeu où il kiffe sa race comme quand il avait 11 ans. Dans le parc. Il y a des skateurs avec qui tu as gardé contact de cette époque-là Ouais. De ce niveau-là et tout ça, ouais, mais c'est quand on se croise et qu'on reparle du lieu, les gars, ouais, Jamie Thomas, il n'oublie pas ce genre de truc-là, par exemple, parce que c'est un moment, il a le cerveau au milieu des 2 oreilles, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais je veux dire, il est assez carré dans son truc et tout, donc limite, il va se faire une fiche avant d'aller dans un pays, une ville, et dire, ok, il y a eu ça, etc. Donc, Bastien Salabanzi, bien sûr, mais plein de skateurs, ouais, mais il faut se dire qu'à l'époque, les tournées étaient fréquentes, les mecs qui traversaient le monde de A à Z, de haut en bas, à droite, gauche et tout. Mais ils ont tous un petit souvenir particulier chez nous parce qu'on est proche de Paris. Et donc Paris, skatepark, COSA, tac, ça match comme ça. Donc, voilà. Puis il y a aussi pas mal de skateurs français qui sont un peu au firmament aujourd'hui, qui sont passés par le COSA, comme Oscar Candon, Rémi Tavera. Ouais, il y en a certains qui sont passés par le club, hein, les cours de skate, tout ça. Enfin voilà, parce que les parents, il y a un moment, les parents, ils disent pas, surtout vers chez nous, Clichy-sous-Bois, je pense à Rémi. Je sais pas si vous êtes allé Rémi Tavera a été au club de. Ouais, je sais pas si vous êtes allé faire du street à Clichy-sous-Bois, les gars. Non. Bon, je vous y invite à y aller. C'est un peu Montfermé, Clichy, ça défonce, mais
pour faire du street, t'as intérêt à connaître un peu le game. Et donc, forcément, les parents, t'as un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, tu l'emmènes plutôt dans une structure qui peut l'accueillir, quoi. Sachant qu'à l'époque, ils ne se contentaient pas que d'aller au club. Ils skataient tout le reste de la semaine avec tous les gars qui avaient donc là-bas. Mais Rémi, Oscar était plutôt de la banlieue ouest. Il venait de temps en temps, mais on a eu plein d'autres gars. Des gars, il y en a même ici qui sont passés au parc ici sans être au club. Qui sont venus dans les compétitions. Quand je dis ici, peut-être Gorka, j'ai des photos de Gorka. Ouais, Gorka qui est passé Cosa Nostra. Le petit Biarro, oui. Est-ce que tu... T'as fait le Teenage Tour? Ouais, t'as fait des bonnes places? T'as fait des bonnes places? Ouais, dans les finales. Mais t'es pas venu sur Paris, justement? Ouais. Parce que je vois le 2 France. Je vois encore la feuille avec 2 France. Et Gorka, j'arrivais pas, parce que le prénom est atypique. Donc, tu lis le truc. Bon, ok, 2 France. Il galérait à faire les feedbacks sur les Piras? Non, parce que si à l'époque t'étais là-haut au Teenage Tour et tu viens jusqu'à Paris, c'est que dans le game. Et donc, il y en a plein qu'on a vu. Forcément, tous ceux qui voulaient bouger, s'aventurer dans le skate, pas forcément être contest ou skatepark, juste d'avancer dans cette passion qu'est le skateboard, sont passés par le parc. Le premier qui a gagné un gros contest, comme je disais, c'est Michael Macrod. Pour ceux qui connaissent, qui skate toujours, vous allez sur Insta ou autre, il est là, un grand skateur chez Element et autres, et qui skate donc toujours. Et Lucas Puig, qui a gagné au mois de juin, mai-juin 2000, devant Coston, McCrank, Stevie Williams, Atiba Jefferson. Et eux, ils ont fait, lui, il est bon. Et il est chaud, ouais. Et on a eu, je crois, cette année-là, il y avait un des gamins, je crois que c'était cette année-là, qui avait peut-être 6-7 ans, qui a gagné dans les petites catégories, tout petit, avec un grand t-shirt, un énorme casque et tout ça, et qui déchirait tout, peut-être 2000 ou 2001. C'était Aurélien Giraud. Oh, waouh. Déjà trop fort. On a des images de lui au parc à 6 ans. Là. Il a dû faire 2-3 éditions du Teenage Tour. Purée. Et ouais. Donc, le Teenage Tour, c'était quand même un événement assez marquant. Moi, je me rappelle, qui vient de Nîmes. Ça passe, il me semblait que ça passait à Montpellier aussi, au skatepark de Grandmont. Donc, on était très excités et tout pour aller là-bas et voir le Teenage Tour. Mais d'ailleurs, pourquoi ça s'est arrêté le Teenage Tour quand même 2005, je pense que ils avaient fait peut-être un peu le tour de l'événement. Il y avait une possibilité de le faire au niveau européen. Nous, 2005 ou 2006, je crois, c'était la 7e édition. Nous, au COSA, on voulait vraiment faire nos événements. On a fait la COSA Cup derrière, la COSA AM, etc. Et on se rapprochait de Pierre-André, de Jean-Marc, et surtout Pierre-André Senitzer, donc ethnies américain, en disant on va faire notre événement en marge du Teenage Tour. Un truc... plus à nous. Plus à nous. À l'époque, on a fait un contest par équipe, 3 contre 3. C'est la COSA Cup. Ou la COSA AM, spéciale pour les amateurs, pour les gamins, mais qui passaient en battle. D'accord. Au lieu de passer un par un en sorte de run, là, c'était battle. Et donc, que ce soit COSA Cup ou la COSA AM, le principe fort, c'est qu'à la fin d'une battle, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit une équipe, soit l'autre équipe, soit un gamin, soit l'autre gamin. Donc, les juges n'ont pas des notes, mais ont plutôt un vote direct que tu peux voir. Et on était dans ce concept-là. On n'a pas réussi vraiment à trouver un accord. On est passé après donc, chez Vance, mais c'est pas à cause de ce désaccord. C'est juste que je pense qu'on les avait fait un peu le tour du truc. Ils voulaient faire peut-être plus gros. Et puis ils sont partis sur d'autres cieux. Et c'est dommage, le Teenage Tour s'est arrêté. Il y avait une rumeur comme quoi ils aimeraient faire revenir le Teenage Tour. T'as entendu cette rumeur-là Ouais, on en parle souvent avec Morgan. Ouais. Avec Jean-Marc, il est plus posé, plus réservé, mais c'est plutôt Morgan Bouvant qui est sur ce truc-là. Je pense qu'un Teenage Tour européen, ça pourrait se faire. Il y a eu plein de trucs qui étaient faits plutôt pour les plus jeunes. C'était magique à l'époque, donc il y a un concept à rénover, peut-être à mettre un peu avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui ou autre, je sais pas, mais pourquoi pas. Je vois. J'ai une autre question aussi sur. Je sais que le COSA était prêt à un moment donné à accueillir au-delà de tous les événements que tu as accueillis, il y avait les JO qui étaient en pourparlers, je me souviens. Pourquoi ça s'est pas fait la petite histoire, en fait, on a fait le Vans Park Series en 2019. Le Vans Park Series a été en fait le support, le format qui a servi au jeu. Le format du Vans Park Series, c'est le format du bowl au jeu. Et donc l'étape du Vans Park Series qui s'est fait. Ça faisait partie du circuit à un moment donné olympique, même de qualification. olympique et tout ça. Donc
Vance vient chez nous, sachant que 5 ans, 6 ans plus tard, donc c'était en 2019, il allait avoir les Jeux à Paris. Ils construisent le bowl, ils font l'événement avec nous. À savoir que pour la petite histoire, c'est l'avant-dernier événement. Ils n'en ont plus jamais fait après des Vance Park Series. Et c'était d'amener ce concept pour vraiment devenir qualificatif olympique pour Tokyo 2020. Il se trouve que Vance n'a pas réussi à trouver un accord avec le CIO et la World Skate. Puisque je crois, sans vouloir trop m'aventurer, mais en gros, ils amenaient le skatepark, ils construisaient donc le bowl, ils amènent le concept, ils étaient prêts à mettre tout ça sur la balance, et le CIO, comme sûrement World Skate, la fédération mondiale, leur a sûrement, je pense, demandé en contrepartie un droit d'être étape qualificative. Quand je dis un droit, c'est un chèque sûrement. Ah, d'accord. Alors Ok. que Vance, Ouais. je pense, j'interprète, j'étais pas dans la discussion, mais ouais, on met le ball, on met le truc, on met le concept et tout ça. Et donc c'est bienvenu dans le Ils ont monde trouvé ça olympique, quoi. peut-être un peu too much. Ouais. Ce qui, voilà, c'est le sport au niveau olympique ou au niveau mondial était un peu comme ça. Donc eux, ils se sont retirés de cette histoire-là. Nous, le ball était là. À l'époque, quand on a fait le Vance Park Series, les gens de l'olympisme français et mondial étaient aussi là pour observer. Je pense qu'ils se sont dit, putain, c'est charmé. Et ça serait, après, avec le concept de Tony Stanguet de mettre les sports au cœur de la ville, ils se sont dit, ça serait charmé d'avoir ça, ce qu'on voit au Park Series, mais au centre de Paris. Donc nous, on est sortis du radar. Ouais. Vance s'étant retiré, et le concept olympique français était de mettre les sports au centre de la ville. La ville de Chelles, on était au centre de la ville de Chelles, mais tu as vu, par rapport à la Concorde, c'était un peu tendu. Ouais. Et voilà, on est sorti un peu du game comme ça. Mais on est resté quand même centre de préparation au jeu. Et on Oui, a d'ailleurs, accueilli... j'ai vu Yuto Rigomé venir s'entraîner au skatepark du Casa la Nostra. délégation Avec toute, japonaise. Il y avait toutes les télés locales qui étaient venues et tout l'observer, le suivre. C'était pas les télés locales, Enfin, les télés japonaises. Japonaises. Et donc C'était un on est truc de fou. resté centre de préparation au jeu. Mm. Il y en avait 7 en France et toutes les délégations pouvaient choisir parmi les 7 sites dans lesquels on pouvait rester pour s'entraîner en skate avant les Jeux, une semaine Et avant. mis à part Yuto, il y avait qui d'autre comme À tous. C'était toute la délégation Ouais, toute la japonaise. délégation, ils étaient une vingtaine. Ok. Femmes. Non, ils auraient pu très bien arriver tranquille, aller à l'hôtel et puis aller skater juste après, comme certains l'ont fait, les Américains ou autres. Ou même aller. Ouais, c'est ça. Tu Il y vois, au avait niveau- aussi le GP18. Non, il y a plusieurs approches olympiques. Pas mal le jingle. Merci. Non, parce que d'un point de vue olympique, 1 heure de vol par rapport à Paris, tu peux aller en Allemagne, en Angleterre, etc., te poser avec ton team et t'attends vraiment la semaine olympique pour te rapprocher de Paris. Pas de souci. Mais les Japonais l'ont vu, ils sont venus 1 an et demi, 2 ans avant chez nous et ils ont étudié la question pour niquer le game. Eux, ils sont venus pour gagner la médaille. Ouais. Donc, ils sont pas venus pour... C'est vrai qu'ils étaient bien préparés. Et donc, ils se sont dit, autant être le plus proche possible, autant être vraiment dans un cocon. Quand j'ai le plus proche possible de Paris, donc une fois qu'ils sont dans le cocon, à la bonne heure, au bon endroit, au bon moment, c'est parfait. Donc, ils sont venus voir l'hébergement, ils sont venus voir le skatepark, ils sont venus voir le fait qu'on ait du street, du ball, qu'on pouvait privatiser pour eux le site, qu'on avait toutes les installations pour les accueillir en termes de préparation physique, en termes de lumière, éclairage, enfin d'accueil, de nourriture. On a été jusqu'à une personne. Il y avait un traiteur et tout qui. Non. Ils avaient ramené de la bouffe du Japon. Non, on a été très très loin. Alors. Il y avait un nutritionniste. Est-ce que je lâche le truc ou pas? Oui, vous connaissez Sengo? Bien sûr. Et donc sa maman, étant franco-japonaise, elle est aussi dans le culinaire. Et en étant dans le culinaire, moi, Sengo, j'ai eu la chance de l'avoir au club de skate. Il est resté 2-3 ans, donc je connaissais sa maman, etc. Et on a fait une connexion avec le team Japan et la maman de Sengo en disant culinaire et tout, parle français, japonais, tout ça. Et l'idée, c'était qu'ils aient leur repas favori, leur repas qu'ils aiment à la température qu'il faut. Et donc, on a embauché la maman de Sengo qui est restée toute la journée
pour faire le repas spécial pour un tel ou un tel ou un tel, et que ça soit prêt au moment où tu vas rider, tu vas sur le rail, tout ça, tu fais oh j'ai faim, je descends, paf, oh c'est prêt, je retourne, je vais rider, j'ai faim. C'est un service 5 étoiles, disons. Oui, Incroyable, et puis ça. j'ai envie de dormir, l'hôtel il est à côté du skatepark, je dors, je reviens, je skate, je mange, c'est cool. Demain c'est les JO, c'est juste à côté, je vais tout niquer. Ou sinon tu te mets dans une position bien hard, au fin fond de je sais pas trop quoi, en train de te mettre la pression, ou tu te mets hors pression, cocon, et le cocon était dans ce genre de détails-là. Wow. Je parle même pas du rail du best trick de Yuto. Ça, c'est encore une autre histoire, c'est peut-être un secret professionnel ou autre, mais nous, le rail, on a cherché à avoir le meilleur compromis possible avec toutes les dimensions de rail de la World Skate un an avant les Jeux. D'accord. Le rail a un certain angle, une certaine longueur, une certaine hauteur à l'entrée, une certaine hauteur à la sortie, avec un certain angle. Tu prends les 10 derniers skateparks World Skate, tu fais ils sont en train de jouer à 2-3 cm près dans ce truc-là. On fait ce rail, on le met là, même si c'est pas la même hauteur de rail, parce qu'au jeu c'était quand même phénoménal, mais c'est la même inclinaison. C'est-à-dire que tu sautes là-dessus avec la hauteur de Shell, ou que tu sautes là-dessus. Et ça, c'était une demande qui émanait de la fédération japonaise? Non, c'est nous qui avions pris les devants. C'est vous qui avez pris les devants. Sans forcément aller dans ce détail-là, dans cette précision-là, mais on aura quelque chose qui devrait être en rapport avec ce que fait la World Skate et donc les CIO. Mais ils sont venus un an avant voir le parc. Mais ils ne sont pas venus genre, bien le parc, il n'y a pas trop de poussière. Tout. Non, ils sont venus voir le parc. Les inclinaisons, les plans inc, les courbes, le machin, la distance entre les trucs et tout ça. Ils ont étudié ça comme des ouf. Et nous, en fait, on n'avait pas fait ce rail spécifiquement, c'était la petite cerise sur le gâteau. Quand ils nous ont choisi, on était parti pour le faire. Donc on l'a mis. Et voilà, pour la petite histoire, Yuto était venu 24 heures avant la finale olympique, enfin les Jeux, parce que la finale se faisait le même jour que les qualifications. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au Jeux, il a plu le samedi où il devait avoir les hommes. Ça a été annulé, c'était reporté au lundi. Donc entre le samedi où nous on a accueilli tous les finalistes olympiques qui sont venus skater, on a mis ça sur notre Insta du Quasa, une grosse session assez incroyable où ils étaient tous là, même les riders de ball de Tom Char à Yuto, à tous ceux qui étaient en finale, etc. Le dimanche, donc ça c'était le dimanche, personne, parce que c'était les femmes à Paris. Et c'est là où Yuto est venu s'entraîner seul, puisque le samedi c'était avec tout le monde, donc tu montres un peu tes tricks, mais voilà, il était venu s'entraîner seul. Ils nous avaient demandé d'avoir un créneau spécial, parce qu'ils avaient de toute façon le parc pour eux, mais là il fallait un créneau spécial, où c'est un de mes collègues qui a été pendant la journée skate féminin, et il s'est buté sur son best trick du lendemain. Quand je dis c'est buté, c'est que voilà, tu y vas, tu le mets, tu rentres chez toi, tu dors, tu l'as dedans dans la tête, il est là, et le lendemain tu y vas. Et nous on l'appelle le Yuto Rail maintenant. Ouais, Blunt. Ah oui, Blunt, ouais. Blunt. Celui-là. Nous, et moi j'ai même pris, parce qu'on a un peu de poussière au parc, le lendemain, donc le mardi, j'étais au parc et j'ai pris les traces de trajectoire de poussière sur notre module qui vont sur le rail, tu vois, histoire de l'avoir encore en tête. Où tu vois, il fait ce trick-là, il va chercher la 2e médaille d'or. Et tu te dis, putain, mais ça, c'est ça. Il y avait zéro chance qu'elle lui échappe, cette médaille d'or. Non, ils ont optimisé le tout truc. fait. Mais pas méchant, pas genre, on va tout vendre. Non, mais vraiment simple, courtois, posé, mais ils ont pris les devants. Nous, on va mettre en chose quelque chose qui nous permette d'aller chercher l'or. Contrairement à l'équipe de France, on avait on avait certains qui allaient faire la bamboche chez des marques de luxe. Non, il faut se projeter dans la médaille, je pense. Alors après, c'est un autre domaine et tout ça, mais il faut se projeter dans la médaille. Comme tu te projettes sur un 3-6 slip à El Toro, et tout mettre en œuvre pour y aller. Il ne faut pas arriver à El Toro et te dire merde, c'est fermé, on ne peut pas sauter. Ou merde, je me suis fait... Non, mais voilà, se projeter, c'est mieux, comme ça t'as moins d'imprévus et puis tu kiffes. Quoi. Et en parlant de préparation, toi t'as été assistant head coach de l'équipe de France entre 2016 et 2021. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu as été sélectionné? Est-ce que t'as chanté la Marseillaise et tout ça, la main sur le cœur? Ouais. Est-ce que t'as fait un entretien avec World Skate Non, pas du tout, ça s'est fait en France, donc je remercie encore très chaleureusement Florent Balesta qui m'a fait confiance là-dessus, qui m'a dit ouais, ok, viens. Alors c'est pas tout de suite
ensuite, assistant head coach, c'était besoin de toi, tes services pour. La première mission que j'ai eue, c'était de partir au Brésil dans le contest à Rio qui s'appelle le OIS 2 Open, le STU. Ok. Ça Qui existe encore, toujours, oui. qui sont en train de grossir et de devenir mondial. Et on y a été là-bas, 5-6 riders français, dont Vincent Milou, Joseph Garbacho, Charlotte Im, Hélène Gérard. Il y avait peut-être Tim à l'époque, Tim Debauché et d'autres. Il y avait Ben Garcia peut-être aussi à cette époque-là. Bref, on part là-bas. Noah Maillot peut-être aussi, non? Non, pas encore. Non, pas encore. Noah, il est arrivé un petit peu après. Et on part là-bas pour ce premier événement qui était l'équivalent d'une sorte de World Skate, quoi. Et là-bas, on a Luan Oliveira, Kevin Hoffler, enfin tout le gratin mondial. On est au Brésil, on est à Rio, donc il y a un public de ouf, des connaisseurs, des gradins, tu fais waouh. Et au final, Joseph, je suis avec donc Florent Balesta, on coach un peu tout ce monde-là, et on a 4 personnes enfin 2 sur le podium féminin, enfin sur le top 8 féminin et 2 sur le. Donc en gros, Joseph Garbacho arrive 4, Vincent Milou 5. Tu vois, Kevin Hoffler, Luan Oliveira, etc., toute la clique. Oui, ils étaient à la maison. Et en nous, plus, le public brésilien, on fait ça au Brésil. Et chez les Brésil. femmes, Charlotte arrive 5 et Hélène Gérard arrive 6. Et là, ok, let's go. Voilà, c'est parti un peu comme ça. Ok, super. Et comment ça s'est passé par la suite après, d'événements, cette émission, c'était pas une mission sur le long terme, c'est de mission en mission. C'était et puis, ponctuel comme ça, à chaque événement, ponctuel, toi, tu venais préparer les... Et on avance sur un événement, un contest. Parce que mais ça consistait en quoi du coup, précisément? Du coaching. Ouais, en gros, de comprendre le format de la compétition, de comprendre l'ère de street, le skatepark, tu vois, quand je dis l'ère de street, le skatepark street ou ball, ok, il fait telle dimension, il y a tant de rails, tant de curbs, etc. De capter les critères de jugement des juges. Ok, c'est quoi les juges, c'est qui les juges, qu'est-ce qu'ils notent sur quoi. Si tu as Pat Duffy, qui est un grand streeter légendaire en tant que juge, ok, tu connais Pat Duffy, tu vois ses vidéos à part, comment il voit le truc. Est-ce que tu peux lui graisser la patte à Pat Duffy? Non. Par contre, tu sais que lui, en 92, il t'a fait un 10 plat 10 en 50-50. Okay. Donc, si tu t'engages pas un peu sur les rails, le gars qui te note là-haut, il sait. Il sait que tu es en train d'esquiver le grand rail. Et donc, tout ce système de jugement, cette taille de skatepark, tu sais que tu es au Brésil, par exemple. Okay, le Brésil, ils sont plutôt comme ça, les juges sont plutôt comme ça. Donc, tu rentrais dans la psychologie, dans la tête des juges un petit peu pour savoir comment ils fonctionnaient. Ouais, c'est ça, tu essaies d'anticiper. Puis après, tu regardes les premiers riders à passer, qu'est-ce qu'ils ont comme note et pourquoi ils ont ça comme note. Okay. Et tu essaies d'amener ces éléments aux riders que tu encadres en disant, voilà, dans ton panel de tricks, dans l'idée que tu as de faire ton run, eh bien, ça serait peut-être mieux de commencer par ce spot-là et de finir par celui-là. Et puis le gars, il te dit, ouais, mais celui-là, j'y arrive pas, tout ça, c'est une galère. Ok, donc on inverse, tu vas commencer par l'autre. Et tu finis par celui-là. Une fois que tu auras fait tout ton... Je prends un exemple. Une fois que tu auras fait tout ton run, de finir par ça, tu seras bien, tu te sentiras bien. Du coup, le dernier trick, ça va être la crème, quoi. Et si tu sens que ton dernier trick, c'est un peu la crème et que c'est un peu compliqué, tu as une option, 2 ou 3. Et là, le mec, il dit « j'ai pas d'option ». Bon, ok. Ce truc-là, on le fera plutôt si tu passes en demi-finale. Et vraiment, cette approche-là. Et est-ce que tu leur demandais de boire de l'eau? C'est la ref. Ouais, de ouf. T'es au Brésil. C'est une ref à Jérémy Gramola. Oui. Mais je l'apprends parce qu'on avait pas mal de trucs là-dessus. On nous voyait pour des mutants, le skate un peu compétition, un peu olympique. Ouais. Et tout simplement, tu sors de l'avion, tu bois, et puis on se disait, mais merde, faut peut-être dormir aussi, pas se dire, vas-y, jet lag, j'y vais. Et ça veut dire que tu sors de l'avion, c'est midi au Brésil, non, tu vas peut-être pas skater à 14h, tu vas skater le lendemain matin. Mais rien de se mettre dans cette réflexion-là, c'était un truc, moi, tu vois, 10 ans avant, je suis en schlag, ou 15 ans avant, en schlag, avec Carhartt à l'arrache pour... et là, tu arrives à dire, ah non, mais tu sais, j'étais tellement à l'arrache, j'ai pris tellement cher, j'ai pris tellement de chevilles et tout. Si je lui disais au gars qui est avec moi, qui est peut-être Vincent Milou, non, on dort un peu, on va au skatepark demain matin. C'est aussi con que ça, quoi. Et comment ça se passait s'ils acceptaient tous ils ont tous tes recommandations Ah oui, parce que c'est les skateurs qui sont présents dans le game depuis des années, qui ont l'habitude quand même des compétitions. On n'est pas alors,
j'avais déjà une dizaine d'années de... Surtout un Vincent Milou qui a déjà fait des Street League, tout ça, Oui, fait plein de non, non. compétitions. Comment est-ce qu'il acceptait... Ah non, il n'avait pas de Street League, il n'y avait rien du ok, tout. ok. C'était la Street League, D'accord, c'était genre, c'était- waouh, non, c'était c'était avant Vincent ça. avant tout ça, oui, par exemple. C'était Vincent période casque rose ou... Non, juste après. C'était juste après, mais c'était quand même Ok. un jeune homme, adolescent, à qui il fallait faire passer des messages. Mais l'idée, c'était pas qu'il écoute une autorité, c'est de lui dire qu'avec ça, ça peut peut-être marcher pour toi, pour Mhm. faire ton run demain, quoi. Mhm. Et donc, c'était d'amener un peu tout ça, puis voilà. De son run à la SLS, là, t'as kiffé à Paris Oui, sur un SLS, oui, ça revient de loin. Puis quand on était ensemble, par chance, j'ai eu cette opportunité-là dès 2017 et tout ça, sur certains contests et tout. Ouais, c'est cool. Mhm. Et puis on a pu échanger le jour de la SLS sur plein de choses. Et puis d'être là, et d'avoir un regard bienveillant le jour de la SLS, c'est ça. Mhm. Ça, on essaie de mettre tout comme les Japonais peuvent le faire, ou les D'accord. Américains, ou ceux qui performent, ils mettent tout. Alors qu'est-ce qu'il a Tout ce qui est manqué à possible. l'équipe de France pour performer au Et JO? écoute, Parce que c'était pas foufou, hein, ce qui s'est passé J'ai eu la chance de au JO de Paris. commenter. Oui. J'étais donc au micro au jeu. Donc quand tu es au micro, en face de toi, tu as l'Arc de Triomphe. Après, tu tournes la tête comme ça, tu as la Tour Eiffel, tu as la place de la Concorde, et tu es au cœur de Paris. Tu as tous les médias et tu as la moitié de la Terre qui te regarde. Et on te dit, tu vois le rail là? Bah vas-y. Tu vois le rail qui est là, et c'est pas, ouais, il y a une voiture où il y a quelqu'un qui klaxonne et tout ça, non, c'est JP. Et la veille, on t'a chopé, on t'a dit, mais demain, c'est pour toi, tu vas l'avoir, tu vas chercher du pain, ouais, c'est pour toi, tu vas l'avoir. En fait, tous ceux qui te parlent, tu es dans ton pays et tu comprends ce qu'ils te disent. Ce qu'ils te disent, pardon. Et tout le temps, on t'en parle pendant 1 an, 2 ans et tout ça, et t'arrives. Et t'as un rail, et t'as les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et du monde qui gueule. Et tu dois faire ton trick. Je pense à Aurélien, et tu dois faire hard flip au-dessus du rail, où t'as une chance sur 2 de te massacrer, et il faut le rentrer, quoi. Il y a un moment, je pense, quand le gars, le course manager te dit OK, je pense que tu te sens très seul. Et que tu te dis putain. Et tu repenses au Teenage Shore quand t'avais 6 ans. Et tu repenses à tout ça où tu te disais putain, mais j'étais innocent, j'y allais. Et là, tu fais putain. Bon, tu le veux dire sponsor, que... et tu tournes la tête, tu vois ton sponsor qui dit ah, t'as intérêt à le mettre parce que si tu veux le chèque. Et tu vois le coach qui est là, ouais, vas-y. Et puis tes parents, enfin sa maman. Et t'as tout ça, puis tu Tour Eiffel, Arc de Triomphe, tu tournes la tête, France 2, direct. Ouais, les symboles et la pression médiatique étaient les très, 2 jours très, avant, très, t'as très les fortes. mecs qui ont gagné des médailles et tout ça parce que c'était les premières compétitions. Je crois qu'on savait commencer le vendredi. Et tu sais qu'en France, pendant 6 mois, les jeux, c'est de la merde, c'est pourri. Non, faut pas faire les jeux. C'est pas de problème là-dessus, mais tu te prends tout ça dans la gueule. Le jour où tu dois skater, c'est le samedi, il pleut. Du coup, tu cogites, tu rentres. Tu apprends que tous les autres sont partis skater au Cosa pendant une journée, à se faire la fête, à skater fort. Puis après, tu cogites le dimanche. Et puis après, c'est ton tour le lundi, quoi. Et ça, en fait, juste pour dire que c'est normal, hein, c'est une pression, on est à la maison, ça fait partie du game du haut niveau. Mais nous, Français, je m'inclus dedans, je pense qu'on n'a pas su mettre en place une stratégie pour anticiper ça. Anticiper ça, c'est genre s'entraîner avec cette pression-là. C'est d'avoir... Toi, t'étais plus Non, head coach. moi, j'ai arrêté après Tokyo. Ouais, d'accord. Et Mais, qui te remplaçait sur ce métier-là? Là, il y avait Morgane Favre et Florent Balesta. Okay. Et Jérémy Grimblat. Et du coup, dans d'autres disciplines, ils se sont entraînés avec les conditions des Jeux Olympiques de Paris. Par exemple, au tir à l'arc, ils ont recréé à l'INSEP à Vincennes les conditions du stand de tir à l'arc qui aurait lieu au jeu. Tu vois, avec la même lumière, avec le même bruit, etc. Si on avait pu avoir un parc avec un peu l'Arc de Triomphe, un peu la Tour Eiffel en faux, hein, avec des bruits de gens, tout ça, qui te parlent en français, qui disent ton nom en français. Pas comme aux États-Unis ou autre. Aurélien, tu étais là, ouais, vas-y, je m'en fous. Mais qui Aurélien, et là, à ce moment-là, on dit vas-y, fais le rail, et tu t'entraînes pendant 6 mois à faire ça, c'est cool. Le japonais, Yuto, il était genre inconnu, il pouvait même prendre le métro, tu vois, personne ne l'a emmerdé. Donc il est arrivé, il avait juste, je fais le trick sur le rail. Alors que nous, Français, on avait
la famille, les médias, le machin, le Macron, le Tony Estanguet, la pression, c'est les jeux en France, on est à la Concorde, mais qu'est-ce que va devenir le skatepark? Est-ce qu'on le garde ou pas? T'es là, waouh. Ouais, c'était beaucoup trop Et lourd pour Aurélien. on s'est pas entraîné pour ça. On s'est pas mis dans ces conditions particulières qui sont ceux-là. Donc du coup, vengeance à Los Angeles 2028. Ah bah Vengeance. j'espère bien. Vous avez vu j'espère les bien. requins là avec Trump en J'espère. 2028 tu vois Los Angeles, vous allez vous serrer, on va vous mettre la pression. Non, c'est pas de vengeance, c'est juste un constat et voilà, il faut aussi apprendre. Et l'échec, on le sait, dans le skate, fait partie de l'apprentissage. Et, moi, je l'ai pris comme une leçon, comme ça. J'étais pas dans l'équipe, hein, mais j'étais au micro. Donc, je fais, ah ouais, quand même, putain, merde, c'est vrai que ça tire un peu de choses. Donc, il faut le prendre comme une leçon et progresser. Et du coup, Vincent a progressé et a éclaté la Street League Bien à sûr. Roland-Garros. Quoi. Puis Aurélien Et Giraud qui avait Aurélien, gagné et la avant, Street League oui. Juste Porte avant de la les Jeux. Chapelle. Porte de Ouais. la Chapelle. L'Adidas Arena. Donc, voilà, c'est un peu ça. En parlant des JO global, qu'est-ce que tu as pensé du folklore qu'il y avait eu autour des JO, de toute la campagne médiatique, du manque aussi de... C'est vrai qu'on parlait pas trop de la culture skate, quoi. Il y avait pas trop d'acteurs skate qui venaient parler, partager un petit peu l'expérience. On a eu Snoop Dogg, mec. Snoop Dogg, ouais, génial, trop bien. Non, mais il y avait pas, je sais pas, moi, Jérémy Daclin qui venait un petit peu parler. On aurait pu aussi faire appel aussi à des skateurs comme ça pour commenter les JO. Si tu veux, nous Au lieu de ça, on a eu un journaliste France Télévisions là. Oui, parce que les gars, totalement, faut ouais. rentrer dans le game de France TV. Nous, tu vois, nous, on est là en Ça, podcast. c'est un et tout exemple, ça. mais je parle vraiment au global. Bien sûr. tu vois, Ouais, c'était, au global, parce que c'est une on parlait beaucoup trop de performance et le skate, c'est pas que ça, c'est aussi de la culture. parce que les jeux ont plus de 100 ans et que c'est une grosse industrie et que même le Tony Estanguet qui ramène ça en France, tu fais, waouh. Et après, c'est à nous, skateurs, de faire OK, on veut ramener notre culture, notre truc, et bien, c'est à nous d'y aller et de se défendre. Et dans ce game-là, c'est pas évident. Que ce soit France TV, que ce soit pour être dans le skatepark, que ce soit pour construire le skatepark ou pour récupérer le skatepark ou pour amener notre culture, c'est costaud. On n'a pas su être à la hauteur de toutes les attentes. Cependant, il y avait des Français à la construction du skatepark. Il y avait des Français à l'organisation du skatepark, Stéphane Larence, Julien Ouar qui bosse pour California Skatepark, qui fait aussi le skatepark pour la Street League, architecte, enfin designer, etc. Okay. On avait quand même Greg Poissonnier qui était sur France 2. C'est vrai, ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être au micro à côté de Tim O'Connor. Et puis dans le staff des bénévoles ou de ceux qui étaient... Ouais, les bénévoles et les gens qui bossaient sur le parc. Du staff. Il y avait Gwendoline de McDozine qui travaillait. McDozine qui était là. Il y avait Elsa et Juliette que vous devez connaître aussi. Nous, en fait, ça, c'est une grande fierté parce que tout le monde s'est serré les coudes pour pousser un peu ce monde skate français dedans. Ensuite, on n'a pas eu tout le monde. On aurait aimé, moi j'aurais aimé qu'il y ait une expo sur les 40 ans du skate à Paris. Avec Benjamin, on a essayé d'avoir le truc. Benjamin Debert qui a créé Sugar. J'avais essayé de contacter pas mal de photographes historiques pour avoir dans le jardin des Tuileries toute une expo sur l'histoire du skate. Mais en fait, on est en concurrence avec les autres sports. Et si tu veux, dans ce milieu-là, bah, ils te disent, tu pèses quoi dans le game ? Parce que là, moi, je vais avoir Léon Marchand dans la piscine. Enfin, il ne le savait pas, mais... et là, le game, il est fois 1000. Tu fais, ouais, non, mais nous, le skate, tu sais, tu comprends. En fait, le mec, il ne comprend rien en face. Il ne sait même pas ce que c'est un skate. Donc, d'avoir amené tout ça, c'était bien. Je pense qu'il va falloir aller étape par étape, prendre un peu le taureau par les cornes, comme la Street League, comme tout ce qui se passe autour du skate, et de continuer ce qui a été fait depuis le début, de mettre des skateurs ou des gens qui connaissent ce milieu-là, qui puissent influencer. Et la culture skate, malheureusement, ça a été difficile de l'amener, mais on était dans le centre-ville, mais on avait des Français sur le terrain. Et c'est resté, ça reste un peu une image. Voilà, on aurait pu mieux faire, je pense, mais bon. Même le skatepark est resté une image. Le skatepark au milieu de la Concorde. Mais les gars, mais c'est normal. Qui a disparu aussitôt. Mais oui, mais non, mais peut-être qu'on aurait aimé que le skatepark, je sais pas, que des morceaux soient récupérés, oui, alors, soient ça, c'est une grande transposés dans discussion. d'autres En fait, parcs. en gros, on aurait pu faire un skatepark. Ou qu'il y ait eu un projet de skatepark définitif. C'est à comme Paris. le centre équestre à Versailles. Ils auraient dû garder le centre équestre à Versailles. Mais mec, c'est Versailles. Comme Oui, nous, le non, skatepark, c'est la Concorde. On va pas mettre. Et le skatepark qui se détruit, mais il y en a eu plein depuis la nuit des temps, des skateparks qui ont été faits pour un événement. Mais le problème, c'est que c'est pour la capitale de Paris
qui est quand même la capitale. On n'a pas de véritable bon skatepark. Oui, on a plein de petits parcs ouais, cool, mais je fais une annonce. Skateurs parisiens, bougez-vous les fesses. Les mecs qui jouent au tennis, ils ont des terrains. Les mecs qui font de l'escalade, et les nanas qui font de l'escalade, ils ont des salles partout. Les mecs qui font des foot five, à 45 ans, ils ont une petite salle et tout ça. Les gens qui font du bowling, ils ont des salles. À nous d'y aller, à nous de prendre des espaces qui sont réservés au sport et d'y aller, quoi. On a des skate shops, ouais, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il faut juste se projeter dans le truc. Certes, c'est vrai que c'est pas facile, mais une ville comme Paris, on se doit de se mobiliser, peut-être de réunir les scènes, les différents crews, les différents trucs, et de se projeter vraiment sur ce truc-là. C'est très dur, parce que Paris, il y a des arrondissements, parce qu'il y a de la politique, parce qu'il y a il y a de la propriété, comment on appelle ça, du foncier, etc. Mais ça n'appartient qu'à nous. C'est pas le politique qui va se dire putain, les skateurs, ils auraient quand même un skate. Tu vois, on a fait un truc à République avec Volcom. Ouais. Bastille aussi, il y a eu un truc Volcom, donc on s'était rapproché de la mairie à Bastille comme à Répu pour qu'ils puissent comprendre le truc. Il faut aller dans cet élan-là. Il ne faut pas attendre que les politiques fassent pour nous. Je pense qu'il faut avancer et être capable d'aller voir ceux qui ont le pouvoir sur Paris pour être force de proposition. Et force de proposition dans le skate, c'est un peu compliqué. Non, c'est jouable, mais on compte sur votre génération pour le faire. Vous êtes là dans un shop, il y a moyen dans la rue de faire. Bientôt, on a Pharrell Williams, on va unlock. Exactement, exactement. C'est de se dire, parce que le gars il connaît le skate, il a pris le mot skateboard, machin, il connaît le skate, il était chez Nerd, machin, tout ça. Bien sûr. Connaît le truc. On l'appelait skateboard Pi à l'époque. Exactement. Il faut lui parler. Bon, après, c'est des rêves. Faut le kidnapper. Lointains, mais bon. Je propose de le kidnapper. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que le skatepark olympique aurait pu avoir une autre destination, une autre destinée. Clairement. Il est vrai que c'était un skatepark événementiel et qu'on n'a pas été assez malin dans le monde du skate pour anticiper le fait de récupérer. On en parlait depuis longtemps, de récupérer. Nous, on se rappelle avec Stéphane Larence, on en parlait. Ouais. Ouais, mais là, c'est en morceaux, enfin, c'est des moules, etc. Et on bossait pas mal dans les modules de skate ou les moules. Il y a les skateparks de la Street League ont été récupérés. Il y en a un qui est à Étampes, le premier. Le deuxième devrait être vers Val-de-Seine. Mais c'est une lutte. Il y avait des morceaux de la Street League qui avaient été déposés au labo à un moment donné. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai même aidé à transporter les modules. Mais c'est ça, c'est ce petit truc-là qu'il faut mettre en place pour. Et est-ce que tu avais entendu la rumeur d'un projet de skatepark indoor de 6000 m²? Tu sais, il y avait un reportage, Le Parisien, qui était sorti il y a quelques mois de ça. Et à toute fin de la vidéo, il y a, comment il s'appelle, le gérant de l'échoppe Skate Shop, Walter Rémy. Oui, c'est ça. Et il disait qu'il y avait un projet de skatepark immense qui se préparait. C'est des nouvelles donc, de sa parole. Et donc, je pense qu'il y a quand même des élections municipales avant la date qui était annoncée, je crois 2028. Alors ouais, c'était quelque chose comme ça, 2028. Et donc, il y a des élections municipales l'année prochaine. Est-ce qu'une promesse qui a été faite avant les élections municipales l'année prochaine peut être tenue après? On nous aurait menti. Non, je parle pas de celui qui fait la promesse, je parle des élus, des politiques. Moi, je trouve ça quand même, c'est pas évident d'annoncer un skatepark à 3-4 ans devant. Déjà, quand on l'annonce à 2 mois, les trucs qui prennent 10 ans. Donc 3-4 ans d'avance, c'est. Mais pourquoi pas? Je suis pas dans le secret. Je suis pas parisien. Je reste sur la ville de Chelles. Donc j'ai la chance d'être un peu dans les arcanes de la fédération au niveau régional. Mais voilà. Après, c'est 6 000 m² dans Paris. Pourquoi pas? Il y a. Si on regarde les trucs de tennis, etc. Il y a cette possibilité. Ce que j'ai vu à Paris, c'est surtout la Street League. Jérémy qui a fait l'Adidas Arena et qui a éclaté Roland Garros. Bon, c'est trop fort. Mais au moins, ça permet de montrer que c'est jouable. Je pense qu'avec les JO, cette histoire de Street League, qu'on aime ou on n'aime pas, ça permet de montrer au grand public et aux politiques que c'est. Oui, parce que Vincent, en plus, incarne vraiment le French Boy. Il avait la classe, le truc, les tricks, ce côté terre battue, etc. Et ça peut servir à toute. Il faut en profiter de ça pour vraiment se projeter dans éventuellement un skatepark à Paris. Et avec Cosa Nostra, t'as jamais pensé à peut-être créer un autre skatepark, peut-être dans Paris ou dans une autre région? Si, on a eu pas mal d'opportunités de ce truc-là, mais en fait, on n'est pas non plus
riche de ouf en travaillant en COSA, hein, c'est vraiment le cœur qui travaille. Et donc ma richesse, c'est mon avis personnel, c'est que j'habite pas très loin du skatepark. C'est ton skatepark privé un peu. Non, non. Tu peux dire, bon, les gars, aujourd'hui, j'ouvre pas. J'ai envie de skater tranquille. Non, je suis très parking depuis quelques années, très parking. Avec Stéphane Desjardins, ouais. Petit snappy là. Exactement. Donc non, l'avantage que j'ai là-bas, c'est d'habiter à côté du skatepark. Donc, j'ai vécu, mon premier skate, j'ai eu HL. Hein. Moi, je suis chez moi depuis 75. J'ai vécu un peu à Paris, mais donc ça. Donc, ce qui veut dire que mes parents sont HL, que mes beaux-parents sont HL, que mes enfants ont été à l'école HL, et que je suis chez le centre-ville. Donc, le train permet surtout à mes enfants qui pour leurs études d'aller à Paris en 11 minutes. Et que je peux aller du travail à l'école, surtout avant, en moins de 3-4 minutes. Quoi. Ah ouais. Et ça, je me suis dit, ça quand même, tout en étant dans le skate, le salaire, on se démerde, mais ça vaut de l'or. Et donc, l'idée d'aller plus loin, sans plus. Ça sera avec plaisir. J'ai pensé au sud-ouest comme nombreux Parisiens. T'as jamais pensé à changer d'échelle? J'ai vu la Californie, j'ai eu la chance de voir le Brésil et tout. Mais quand tu reviens à la maison, la banlieue, la famille, tout ça, le quartier, il faut partir de son quartier, tout ça. Mais des fois, quand tu as l'opportunité d'avoir une ville accueillante, un quartier accueillant... Est-ce que tu as déjà pensé à aller aux Seychelles? Seychelles. Non. Je me disais pourquoi les Seychelles, il y a quoi comme spot là-bas? Bon, et c'est quoi les projets prochainement? Les projets de continuer à vivre, parce que le monde du skate aujourd'hui c'est très très difficile. Il y a beaucoup de concurrence au niveau des skate shops, parce qu'on a pas mal de trucs sur le site web et tout ça. Donc je parle pour le 39 par exemple, mais en skatepark c'est pareil. Nous, il y a un skatepark ouvert. Il y a 25 ans, il y avait pas de skatepark, ni couvert ni découvert, ou très peu en Ile-de-France. Là, je sais qu'il y a à peu près 300 skateparks en Ile-de-France, gratuits, accessibles pour tous. Donc, il faut se battre avec ça, quoi. C'est comme la planète web avec Skate Deluxe ou Tomato, etc., version skatepark. Donc, il faut être force de proposition, il faut amener un plus. Les gens ne viennent pas juste se skater parce que c'est couvert comme il y a 25 ans en se butant. Il faut vraiment amener... une valeur humaine, quelque chose de... Mais c'est vrai que vous avez ça, vous organisez régulièrement des events, les events. Skate Rock là, qui chaque année ramène beaucoup de gens. Ouais, carrément. Et je crois pas que ce soit trop le cas des autres skateparks couverts. On essaie d'amener la culture, ce qui nous porte les valeurs culturelles du skate, art plastique, tout ça. On essaie d'aller vers les écoles, et puis on essaie d'avoir un encadrement ensuite de qualité. On va de l'initiation du gamin de l'école du quartier d'à côté jusqu'au haut niveau. Et des fois, le gamin du quartier d'à côté, il y a 10-15 ans, et le skatepark connaissait par cœur. Aujourd'hui, le gamin d'aujourd'hui, 100 mètres en dehors de son foyer, c'est tendu. Avant, les gamins avaient un rayonnement de 4-5 km pour à 6-8 ans. Là, c'est 100 mètres. C'est-à-dire que même des gamins de Shell d'une école d'il y a, à 500 mètres, ils ne connaissent pas du tout le parc. Parce que les parents ne les y emmènent pas et tout ça. Donc, on est vraiment dans ce domaine-là. On fait de la formation aussi. On fait des nocturnes un peu folles avec plein d'horaires d'ouverture et tout ça. Donc on essaie vraiment d'ouvrir et d'amener le skate au plus grand nombre avec de la qualité pour pouvoir montrer que le skatepark municipal qui est à côté de chez toi, c'est bien. Mais si tu viens chez nous, il y aura peut-être une autre expérience que tu vas vivre. Donc on se bat là-dessus. Franchement, faut y aller, quoi. C'est pas évident. Ouais, surtout les nouveaux kids là. Jeunes gens là, avant ça skatait 8 heures par jour, là putain ça scrolle de ouf. Je fais un trick, je scrolle. Tu sais qu'entre un trick et un autre trick, tu peux faire une line, tu vois, t'arrêtes pas dans les tribunes pour scroller, pour repartir, pour remettre, pour poster. Bon, je dis ça en même temps. Je trouve ça cool parce que quand je vais sur les parkings, c'est ce que je fais. On fait un trick, on l'a direct en boîte avec le poteau. On fait celui-là, il est chambé, vas-y, on va le mettre. Ce soir à 19h, je le poste. Donc en même temps, je critique, mais il faut s'adapter, il faut se battre et c'est pas évident. Ok, génial, trop bien.
Eh ben, je pense qu'on a fait... Ouais, il y a du monde de ouf. Il y a 62 spectateurs. Et ouais. On est all together. All together, ça fait extrêmement plaisir, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette interview. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, peut-être? On va passer à ces questions-là des viewers. Il faudra que tu lises pour moi, hein, JP, parce que là ton mais écran, c'est quoi, il est bien. Même mais là... moi, j'ai du mal à lire. Là, je suis en mode... Je suis à 2 points. J'accepte toutes les questions, vous pouvez y aller. Allez-y, les amis. Je peux même vous parler des années 70 si vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait eu le tournage d'un film Olé Olé au skatepark de Cosa Nostra. Oui, bien sûr. Et si on n'avait vu qu'un seul, on s'en souviendrait, mais il y en a eu tellement. Ah ouais. Non. En gros, tu vois, on était dans un bail précaire et donc, comme je disais, le propriétaire avait encore pignon sur rue, était là-bas. Et donc, lui, en tant que propriétaire, il avait ce terrain de tennis, mais c'était une grande zone avec d'autres terrains de tennis. À l'époque, il y avait 2 bâtiments comme ce qu'on a aujourd'hui et il y avait une petite zone industrielle sur laquelle il était propriétaire de tout. Et donc, quand ça a été mal pour lui, donc on a pu louer ce truc, il a loué à droite, à gauche des morceaux donc, de cette propriété. Et ce qui pouvait rapporter de l'argent, Et il a pu louer des fois des boîtes de prod assez incroyables et improbables, alors qu'on était dans le skatepark. Ah ouais. Ah, j'ai en mémoire des trucs assez hallucinants où tu avais la pause clope du tournage. Et toi, tu étais là, mais là, on donne des cours de skate à des enfants en plus, ouais. Et t'avais des gens qui pouvaient sortir en peignoir, fumer une clope, parce que c'était une annexe pas très loin du skatepark. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le gars avait loué pour un tournage, quoi. Waouh. Mais ça, c'était au début, 99, 2000, on a halluciné. Mais on a mis aussi un peu la pression derrière. Mais là, sachant que nous, en plus avec le nom Cosa Nostra Skatepark, c'est Cosa Nostra. Donc, pour faire valider le parc, avoir le droit d'accueillir du monde, faire des événements avec le nom Cosa Nostra en ayant 25 ans. Le nom, il est un peu connoté mafia si italienne. Le proprio, il part dans un délire. Tu fais, wow, là, on va pas, ça va être chaud. Donc c'est arrivé, il est vrai. Tu as des bonnes informations. J'ai enquêté. Il y a une question de Anne Sumozoïde. Comment il a compris l'article de Giro dans l'équipe? Ouais, Aurélien, ce qui est normal, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a beaucoup de pression. Ensuite, il faut être capable de répondre à cette pression sur le terrain, hein, comme tous les acteurs sportifs de tous les domaines sportifs. Et puis aussi de répondre présent auprès des médias. Forcément, après une déconvenue comme il y a pu avoir. Et moi, je trouve que c'était quand même assez magique ce qu'il a pu faire à Paris quand il y a eu une déconvenue alors qu'il suscitait beaucoup d'espoir parce qu'il avait gagné la Street League juste avant et qu'on se chope les médias français qui viennent vous dire qu'est-ce qui s'est passé, t'as floppé ou quoi? C'est difficile d'avoir du recul et c'est difficile d'être vraiment très pragmatique et donc il a sorti ce qu'il avait sur le moment par rapport à cette organisation, par rapport à la fédération, par rapport à son entourage, par rapport à son coaching, par rapport à son management, par rapport à lui-même. Je comprends qu'il ait eu envie de vraiment d'extérioriser un peu toute sa frustration et sa déception. Je me mets à sa place, j'aurais eu envie de casser un mur. Ouais. Tu convoques la terre entière, tu es dans ton pays, c'est ton rêve depuis que tu as 6 ans et tu foires un hardflip au-dessus du rail. Je pense à ce Besrick qui m'avait resté en mémoire. T'as le seum, mais un truc de malade, quoi. Donc avant de te remettre vraiment en question, tu mets du temps. Moi, j'ai fait Tokyo, qui était les Jeux Olympiques avec le fameux Covid. Ouais. Franchement, ça s'est bien passé, mais il y avait Covid, c'était Tokyo, il n'y avait pas de monde, pas de public et tout. Tu mets des mois à t'en remettre. Cette pression-là, tu mets des mois. Et moi, je suis passé un peu inaperçu. Parce que Vincent Milou, d'ailleurs, il racontait qu'après les JO de Paris, il avait eu une petite dépression. Parce que c'est vrai que tu passes des JO où on parle de toi sans cesse, t'es mis en avant. Et puis d'un coup, quand les JO s'arrêtent... Ouais. Personne ne te calcule, quoi, entre guillemets. Exactement. Moi, je parle de ce souvenir pour répondre à Anne de ce qui s'était passé à Tokyo, au Japon. Donc, fliqué comme jamais par rapport au Covid. Tu dis chaque matin, tu dis putain, si je suis qu'à contact, je fais plus les jeux. Donc, du coup, tu te prends une sauce comme jamais. Donc, une énorme pression pour y aller. On y est.
T'es seul enfin moi pour le cas j'étais seul dans une chambre avec des gens qui viennent un peu emmitoufler t'amener un plateau repas, donc tu sors pas, t'as pas le droit de sortir, Purée. t'as pas le droit de parler, etc. Et puis tu t'es tous les matins tu fais un test, mais pas le petit test gentil, test bien méchant, t'as une sorte de GPS qui te dit où est-ce que t'es, etc. Boum, tu fais les jeux, y avait France TV, etc. T'es exposé au niveau mondial. T'as toute cette pression-là. Alors à l'époque, Vincent Mathéron a fait 6e et j'étais avec Madeleine Cheron et Vincent Mathéron. Madeleine fait 13e. La plus jeune française de l'équipe, la plus jeune française à faire les jeux. Donc tu prends tous les médias qui vont avec et tout ça, et pourquoi ci, pourquoi ça. Est-ce que tu penses à l'école? Est-ce que tu penses au skate? Qu'est-ce que tu vas faire dans 4 ans? T'es là. Et t'arrives, moi je me souviens, je retourne en France, j'atterris à Charles de Gaulle, t'as tout ça et tu sors de l'avion, t'es dans l'aéroport et c'est fini. Plus rien. Ouais. Et là tu te dis tu dois aller chez toi prendre le pain, le machin. Alors, c'est très très tout à fait normal, mais t'as vraiment un cap, une sorte de truc qui te tombe sur la tête. Donc Vincent a connu ça, Aurélien a connu ça, et c'est quelque chose qui est assez... J'allais dire, il faut vivre les jeux pour se rendre compte de ce truc-là. C'est assez extraordinaire, quoi. Chose qui s'est transformée à Paris, parce que du coup, j'ai pris ça complètement dans le sens inverse, en me disant, vu que c'était Covid et tout ça, on va le prendre vraiment bien à Paris, et puis essayer de prendre tout le positif. Mais quoi qu'il en soit, ça te met une énorme claque, et donc Aurélien, je comprends retour, je comprends. Une autre question, des souvenirs du skatepark de la Villette. J'ai l'impression qu'on n'a jamais fait aussi fou depuis. Oui, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré que quelques mois. Hein. Quelques mois, et puis moi, le temps d'avoir mon skate, de me mettre à genoux et même pas assis, je peux dire que le skatepark, il est arrivé, il est reparti. Et je pense que même que quand j'ai commencé à skater, je n'imaginais même pas son truc, sachant que Chelles, la Villette, il y a une demi-heure de voiture. Je pense que mes parents se dirent, tiens, on va t'emmener au skatepark. Même pas. Voilà, on t'a mis un truc là sous le sapin, tu te démerdes. Et oui, donc des souvenirs enchantés à travers toutes les images que j'ai pu voir. Bien sûr, Béton Hurlant qui était plutôt à Issy-les-Moulineaux, je crois, et puis la Villette. Donc ouais. Une autre question, c'est la dernière, puis après on va faire le petit quiz de fin de podcast, qui va être très sympa. Comment est-ce que tu vois l'arrivée de Decathlon dans l'industrie du skate? Au COSA, il y a un shop. Est-ce que ça vous concurrence, ou justement est-ce que ça amène des kids et vous essayez par contre de leur vendre du matos après? Ouais, il faut de l'humain, il faut du conseil. Donc à Decathlon, ils ont sûrement du bon conseil, c'est de faire vraiment des bons produits. Moi, de par ma jeunesse, avant d'avoir une vraie planche, j'ai eu donc des planches en plastique, etc. Les vraies planches qui étaient assez larges, c'était à Carrefour à l'époque. On les pétait en 15 jours, et puis avant d'avoir une vraie board et d'aller à un vrai skate shop, moi à l'époque j'ai eu la chance d'avoir un BMX shop qui s'appelait Cycle Jean-Claude, parce que le BMX était très fort depuis 84, et une scène BMX à Chelles qui est assez énorme, ils ont fait des magazines et machin, tout ça, et donc qui a amené un skate là-bas. Et avant d'avoir ce skate, je suis passé par un peu les Décathlons de l'époque, en l'occurrence Carrefour. Donc pour un premier achat, pour une première fois, quand on a 6, 7, 8 ans et qu'on est avec ses parents et qu'on ne connaît pas trop, que les parents vous prennent une board, pourquoi pas. Après, à nous d'enquiller le pas, quand j'ai nous, les skate shops, les skateparks, etc., d'amener notre culture pour que le gamin il se projette sur la board en se disant, tiens, le graphique c'est ça, la marque qu'il y a derrière c'est ça, ils font tant de vidéos, ils font ça dans le monde du skate et tout. J'ai envie d'avoir ce produit-là, quoi. Et puis et donc, c'est difficile pour pas mal de shops, parce que Decathlon a une force de frappe assez incroyable, mais c'est aussi difficile pour Decathlon, parce que Decathlon Skateboard se bat avec Decathlon de toutes les autres marques. De Decathlon, j'entends escalade, cyclisme, etc. Ouais. Donc c'est à prendre comme ça. Nous, pour l'instant, en tout cas, c'est une petite section au sein de Decathlon. C'est vraiment une toute petite équipe, avec JP Rod qui essaye d'imposer ses idées. Et se dire que le gamin qui commence a une bonne board. Et puis après, nous, au skatepark, quand on leur revend du matos, on essaie d'amener ce plus, d'amener la board à la bonne taille, d'amener la board qui correspond au panier, enfin à l'argent qu'il a. Il faut leur vendre des boards de 39. 39 euros, SketchUp, 39 euros, Marcel, 39 euros. Non, parce que ce qui est pas mal avec le 39, c'est qu'il pour avoir une board du 39, il faut venir au 39. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est ça.
bien sûr. Mais il y a aussi le fait que Decat, on en parle, sponsorise de plus en plus de skateparks. Oui, bien sûr. Biarritz. Ouais. Il y a aussi l'autre skatepark là en À Ile-de-France. Fahrenheit. J'ai- Fahrenheit. Fahrenheit. À Villiers-sur-Orge, ouais. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont approché à cause de Nostra? Bah, tu sais, à la fin du mois, faut vivre. Mm. Donc non, je dis pas qu'ils nous ont approchés. On se connaît très bien avec le JP. Il y a une stratégie à avoir. Nous, on est très fidèles à nos marques qui nous soutiennent, à Vans depuis presque 20 ans. Mm. Et donc forcément, puis il y a la marque de boisson qui vient d'arriver là, qui traîne El un peu à Tony droite Maté. à gauche, qui est là. Anthony Maté, Un par jour. la c'est meilleure boisson de pas maté de la mal, là. Terre. Et non, surtout Vans et tout ça. Donc Decathlon, pourquoi pas, mais on n'est pas plus attiré que ça parce qu'ils sont déjà sur d'autres skateparks. Donc leur budget passe sur les autres skateparks. Tant mieux à Biarritz s'ils arrivent à pousser un peu le truc. Et il faut avancer. Parfois, ça peut être Decathlon pendant 2-3 ans. Puis après, ils vont peut-être passer à autre chose. Nous, on est chez Vans depuis 20 ans. On a misé sur le fait qu'ils sont imprégnés dans le skate depuis leurs origines. Ils nous l'ont rendu fois 1000 en faisant un Vans Park Series chez nous à Chelles. Il fallait y croire, et ils l'ont fait. Ils ont construit le bowl avec nous, ils ont construit tout ce truc-là. Je vous laisse regarder un peu sur les réseaux sociaux ce que c'était le Vans Park Series en 2019. Donc on a pris cette option-là plutôt sur le long terme, parce que Decathlon, on a peur qu'un Decathlon, ce qui est normal, au bout d'un an, 2 ans, te dise ouais, bah ok, le skate c'est plus ça, maintenant on fait du mountain bike, au revoir. Alors que Vans, je pense que le skate, ils peuvent dire oui, non, mais ils sont un peu obligés de suivre cette ADN qui est la leur. Autre question, l'avant-dernière. Après, on en prendra une autre encore, ce sera la dernière. Parce qu'il parle trop bien, on passe un bon moment, c'est trop cool. Est-ce que vous embauchez Cosa? Vous acceptez des stages bien sûr. l'année prochaine? Les stages, c'est demandent pas mal Polarised. blindé. On va du troisième, enfin du stage de collège, de découverte, d'observation, jusqu'au master en commerce, master en marketing, master en STAPS, quand on le peut. Parce que quand je parle des stages master, c'est surtout de l'alternance. L'alternance, c'est assez particulier, ça peut être onéreux. Mais on a également service civique. Et les services civiques, on fait tout pour qu'ils puissent passer après des formations qui leur permettent d'encadrer après du skate et de vivre de leurs propres ailes. On a eu pas mal de services civiques qui officient dans les rues de Paris. Je pense à Rouen, tu parlais de Rouen avec Balargue tout à l'heure. Et plein d'autres. Evan, Evan Fire. Je sais pas si t'es en service civique. J'étais son. Ouais, voilà. Et puis plein d'autres. Oui, Samuel Méjean, bien sûr. Nous, nos salariés actuels sont passés pratiquement tous par ce service civique pour après se former. Puis après, on a essayé de trouver le moyen de décrocher une aide sur 2, 3, 4 ans. Donc tout est faisable, on ouvre la porte. Ceux qui osent rentrer et nous proposer leur service, on essaie d'y répondre. Comment ça se passe l'entretien d'embauche? Il faut savoir faire un minimum du skate? À partir du moment où tu viens jusqu'à faire un kickflip? Non, où tu ouvres la porte, tu te dis ouais, je suis motivé, et que nous on est là, ouais, attends, passe demain parce que là, et que le lendemain tu reviens. On dit ouais, non, mais je t'ai dit demain, mais en fait on est quel jour? On est samedi, non, mais passe plutôt dans 15 jours, et que tu reviens 15 jours après. Okay. Je dis non, mais là il y a un événement, reviens au mois de septembre. Mais au mois de septembre tu reviens. Il faut montrer que tu es déterminé. Là tu fais tu veux vraiment être là. Parce que si tu t'arraches comme ça, ok, si t'as appelé 15 fois, etc. Alors c'est pas le but de faire chier, de mettre 10 ans à répondre, c'est juste qu'on est pris par le temps. Mais souvent, c'est révélateur. Au-delà de l'entretien d'embauche, quelqu'un qui lâche pas. Un peu comme en skate, quoi. Tu tombes, ok, tu veux essayer, c'est dur, faut revenir, bah ouais. C'est pour nous révélateur. Ça veut pas dire que c'est vraiment une absolue vérité. Mais voilà. Puis les gens changent vite aussi. Il y en a qui sont très très déterminés. Puis au bout de 2-3 mois, c'est coucou les petits oiseaux. Mais on essaie d'être ouvert et d'avancer comme ça pour tout ce qui est embauche. Ouais. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions, le chat, que je pourrais prendre? Une dernière. J'attends un petit peu. Je te laisse lire. Hein. Je vois moi, je vois du un peu bleu. Il faudrait des loupes là. Le chat il est un peu long. Hein. C'est pas le chat le plus rapide de la Terre. Hein. Alors, il y a une question de Sumozoïde à nouveau. Que penses-tu des petites assos
qui se déchire pour la culture skate. Chambé. Encore. Ce qui est difficile de nos jours, c'est d'avoir des gens qui font ça dans le cadre du bénévolat ou pas grand-chose. La culture, c'est ce qui fait vraiment l'identité du skateboard. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de culture dans le ping-pong ou dans le tennis, etc. Mais nous, ça nous porte vers les arts plastiques, ça nous porte vers la musique, les arts visuels, ça nous porte vraiment... Ça permet en fait à tous ceux qui sont proches du skate de s'exprimer. Quelqu'un qui s'est blessé ou quelqu'un qui a essayé le skate, c'était compliqué parce que voilà, il a envie de faire un graphique, il a envie de faire une petite vidéo, il a envie de faire un petit concert de musique, il a envie de faire de la sculpture ou autre parce que le skate l'a inspiré, c'est chambé. Donc les petites assos, c'est bien, il faut réussir à garder toute cette énergie et la faire perdurer d'année en année, de la partager au mieux, de la partager à tous et à toutes sans être trop exclusif et vraiment d'être justement inclusif et d'y aller. Mais c'est vraiment pas évident. Le modèle associatif a plus de 100 ans, 120 ans. Dans le monde du skate, il y en a plein qui arrivent, qui émergent, et qui font vivre ce qu'est le skate par essence depuis les années 50 ou 60. C'est un peu ce do-it-yourself, le faire par soi-même. C'est tellement porteur de faire par soi-même. C'est comme faire son premier trick, son premier ollie, etc. Donc, que ce soit dans le monde associatif, dans le monde culturel et dans les valeurs qui sont proches du skate, tant mieux. Essayez de vous ouvrir les petites associations, essayez d'aller gratter les aides que parfois on a le droit et on ne sait même pas parce que c'est le club d'haltérophilie à côté qui a tout gratté alors qu'il y a 3 mecs qui portent une barre. Ouais. Et alors que vous êtes 40 à vous buter 4 fois par semaine à essayer de faire un truc cool. Donc c'est aussi dans ce rayon d'action qu'il faut se renseigner et avancer pour faire vivre l'assaut. Okay. Parfait, réponse parfaite. Eh ben, c'était super, trop cool d'avoir plongé comme ça dans l'histoire du skatepark de Cosa Nostra. Ouais, j'ai essayé d'être bref, mais on a mis quand même 2 heures, un truc comme ça. Ouais, je pense. Hein. Je les ai tués, les gars. Là. Une bonne grosseur. Ouais, c'était très bien. Ouais. T'avais pas un quiz? Moi, je suis chaud du coup. Bah ouais, non, mais je suis pas chaud du tout, je connais rien. Bah si, c'est ça. Non, tu vas rester, pas le choix. Yes. C'est un quiz en fait sur les skateparks. Oh. Je mets des images un peu floues, il faut deviner de quel skatepark il s'agit. C'est pas des spots de street, j'aurais été... Mais non, c'est les skateparks. Ok. C'est les skateparks. Je peux peut-être récupérer ce micro-là pour les deux. Et je récupère. Avec parking, bonjour. Parking, ça aurait été cool. Parking. C'est le parking de ma oui, voilà. Le Leroy Merlin, là, dans Nîmes, Carré Sud. C'est que français, européen, c'est international. C'est européen. Européen, oh là là. Et américain aussi. C'est international. International. Pour le premier quiz. Hein. Une sorte de Venice Beach, ça serait bien que je puisse commencer par une bonne note. T'inquiète. Il y a vraiment des trucs très accessibles. Hein. Right. Ok, allez. Première image. C'est une image floue, et puis ensuite ça se défloute jusqu'à avoir une image très nette. Ouais, alors c'est Zip qui raconte quoi? Oh non, pas le chevelu. C'est Zip, c'est un peu le hater du chat. On a un hater, c'est bien. Et il taille tout le temps Massimo. Allez, première image, les amis. Oh, ça c'est Marseille. Très facile, c'est pour mettre... Trop fort. Attends. Je mets Mathias en confiance. Tu sais, avec Karat, on était passé par Marseille. J'avais vu des grands skateurs faire des méga ollies sur le hip de Marseille. Génial. Alan Peterson, qui est australien, qui était chez Santa Cruz, qui a fait un backside ollie mémorable qu'on retrouve sur des covers de Slap Magazine, je crois. Et il faisait un backside ollie un peu comme... un peu proche des 2 mètres de haut, un peu comme notre ami Grant Taylor. Okay. C'était en 97. Grant Taylor, personne. J'avais pris une claque. Alan Peterson, Marseille, 97. Excellent. Cover Slap peut-être. Slap Magazine. Peut-être. Ouais. En tout cas, Marseille qui est rénové là et qui n'est pas forcément... Si, Marseille. Trop bien. Skatepark suivant. Est-ce qu'on reconnaît ce skatepark? Oui, c'est en Angleterre. Ça, c'est à... Il est connu ce skatepark. Il me semble d'ailleurs que vous y étiez. Brighton, non? Il y était l'été dernier. C'est pas Brighton, à Brighton, non? C'est pas loin. Pas loin. C'est en Angleterre, c'est sûr. Il y en a qui. Ouais, c'est bien en Angleterre. Et tout ça de exactement. C'est un parc qui a au moins une 40aine d'années. Tout à fait. Et je sais plus le nom. C'est Spap qui dit London. Non, c'est pas London. Si, c'est Londres.
Si, c'est Londres. C'est à Londres, Ouais. mais. Ok, Ouais. mais c'est pas vraiment à Londres. Ouais. Il y a des méchants. Je mets une image tout à fait nette. Ouais. C'est Ça, vous êtes cool. Stockwell, Ah oui, Stockwell. Brixton, Pardon, Ball Stockwell. Spot. Ça Désolé, s'appelle. les gars de là-bas, ils vont me défoncer. Quand ah, tu ne connais pas, Il y a nous. quelqu'un qui a trouvé. Ouais. Il y a comment Rashopop qui avait Ah. trouvé. Bravo, Rashopops sur Twitch. Stockwell. Skatepark suivant. Si l'image veut bien se charger. Burnside. Aïe, rapide, Ouais, dis quand donc. Image entière. Ah, vous Qui êtes est gentils, ici, les gars. effectivement. On est des bons Ouais, parcs j'ai et pris des tout. skateparks relativement connus. Ouais. Je pourrais presque te dire l'année, mais quand même pas. Une info Non, bancale. attends, on laisse le On a un jingle info bancale. Hein, En 88, non, mais le premier DIY et tout ça, hein, c'était. Enfin, l'un des premiers DIY. un des premiers Burnside. DIY. Ok. Il y a des images de. Il y a des images de Bam Margera qui skate ce parc. Oui, bien sûr, de c'était un malade. killer. T'es trop Killer, fort. Pas que lui, hein. killer. Ouais, pas que lui, mais c'est lui que j'ai retenu le plus. Ouais. Ouais. Mec, Ouais. l'autre là, Margera. qui est chez. Putain. C'est Polar. Non. Ah oui. Émile, il a fait ça. Émile, ouais. Qui était trop fort là. Il est chez Asics Attention l'info maintenant. bancale. Hein. Non, c'est pas une info bancale, ça. mon Simon gars. Mannerot. Non, un ancien. Un ancien qui est dans la Smoke and Mirror, je crois. Je sais plus. Et le gars, il avait un style de. Putain, là, j'ai pas son nom, là, je suis trop débile, mais mec. Incroyable, un mec incroyable, Ok. c'est un natif de Burnside, le gars il le skate, t'as jamais vu ça mon gars? C'est Ah genre, ouais, non, là comme ça. Dites-moi dans le chat là, putain c'est qui? Je me souviens plus. C'est le DIY à Philly, le parc de Bam. Exact. Merci Bastien Régès. Bastien Régès qui a pop. Il pop toujours à la fin des. On parle de quiz, pour le il pop à chaque fois. C'est Monsieur Quiz. Hop, prochain skatepark, les amis. Oh, Lincoln. Assez connu celui-là. Ça, Aussi. Lincoln. C'est le plus grand skatepark au monde. Oui, Au aux monde. États-Unis, Lincoln. Non, c'est pas ça. À Lille, C'est pas aux Lincoln. États-Unis. Ah, Lincoln. fuck. C'est Les- pas aux J'ai du États-Unis. mal à le dire, c'est chaud pour C'est moi. pas aux États-Unis. Il y a un L, il y a un C. Ah, c'est pas aux États-Unis celui-là? Ah, c'est pas celui qui brille en France là? Non T'es plus. sûr c'est pas aux États-Unis ça? Non, c'est pas aux États-Unis. C'est pas à Ventura alors du coup? Non. Non. À Kona Park. Ah, c'est Macron. en Norvège, non? Macron est passé dans le pays il y a quelques jours. Ah, c'est en Chine. C'est le truc Shanghai. Non, pas Shanghai. Qu'est-ce que C'est pas je raconte? Shanghai. C'est avec un G. Mais une autre image un peu plus nette. Ça commence par un G, le nom de la ville. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas Goa non plus. Bolivie, non, c'est pas non plus la Bolivie. Smooth Pab. Brent Ashley. Ah, Brent Ashley. Merci, Ah ouais, ouais, merci, ouais. merci, merci, merci. Oui, Putain, Brandon quelle Ashley, culture, Smooth Pab, dis donc. Très très chaud. Putain, tu me sauves à chaque fois, Smooth. hein. Ça, c'est en Chine. Et c'était pas SMP qui avait fait ça en Chine? Je La saurais- marque SMP? je saurais pas te dire. C'est avec les Ce noms n'est pas non Cradle plus et tout ça. Montréal. Voilà une image Non, c'est en Chine ou pas de alors, fiche. du coup Ouais, c'est en Chine, ouais, tout à fait. Oui, pour moi, c'est le skatepark SMP. T'as C'était Chengdu, monstrueux. Chengdu Non. C'est à G, t'as dit. Il y avait Non, avec un Glifberg G. et tout qui avait inauguré le truc. Une ville en G. Guangzhou, un truc comme Guantanamo. Gwendoline? C'est Guangzhou, les amis. Ouais, Guangzhou. ok. Guangzhou. Comment tu veux qu'on sache ça, toi? T'es aussi. Bah, c'est le skatepark, plus grand skatepark du monde. hein. Ah bah super. ça. Ouais. Autre skatepark. Ah, je vais le garder celui-là pour la fin, qui est pas facile. On passe sur plutôt celui-là. ça. Est-ce que vous connaissez ce parc? Ça, c'est Miami. À la- Exact. À Miami, ok. Ouais. Ah, mais oui, il y a un le- Slappy il y a- là. il y a le Virgil Abloh Il y a Invitational. un Slappy là-bas, il y a Chaque- le mec Slappy. d'un skate shop qui tient un skate shop, c'est Eb Bethel. Ah, Je ok. crois, qui skate là-bas. et un Exact, Slappy dans un exact. coin. Et c'est quoi le nom de ce skatepark? Alors là, Alors, putain. Image très nette. C'est pas le Stoner Park, ça. Putain, je sais plus. voilà, les gars. C'est pas Burn. Ah, un truc en il y a Rashopops qui a trouvé Ah oui. Trop chaud. sur YouTube. Personne n'a trouvé encore. Oui, vous avez trouvé la ville Miami, c'est Oui. ça? Oui. Miami. Il y a un Trix petit temps de d'Alan, décalage. J'ai des tricks d'Alan là-bas. Il y a Trix ouais, Dalan allez, dans ce à Miami, skatepark-là Hmm. Un petit temps d'attente. Il y a souvent Strobeck qui est là-bas. Bah ouais, quand il a fait son truc. Il filme les enfants. Il filme les enfants. Il filme les enfants là-bas. Alors c'est Lot 11. Combien? Le nom du skatepark. Lot Lot 11. Ah, ok. Lot 11. Avant-dernier skatepark. Est-ce que vous connaissez ce skatepark? Il est assez connu. Skatepark ouvert. C'est pas celui en Amsterdam, enfin pas Amsterdam, en Hollande. Ah, c'est Non. le. Moi, je sais trouver. Ah putain. Il a trouvé Massimo.
Une image un peu plus nette. Trop fan, Nord, moi, de- Nord, c'est pas. Non. Après, t'as pris la dernière ou pas? Ah, le Brigest. Ouais, c'est le Briguerit Briguerit, pardon. Bah, attends, Exact, mais Briguerit. ça change tous les ans. Bien donc, vu, oui, bien oui, vu, oui, bien oui, vu, oui. bien vu, bien vu, bien vu, Le- bien vu. Le hangar. Brigrit. Avant-dernier. Après, j'en ai un autre encore qui est un peu plus difficile. Oh, t'es chaud. Connu celui-là Moi, je sais lequel C'est c'est. hier, ça. Connu celui-là Non, Ah je non. sais ce que c'est le parc du Luxembourg. Ah, le nouveau parce que- parc. Ouais, Exact. ok. Une image un peu plus nette. Ah oui, tout en noir, gris et machin. Avec gris, ouais. Vous avez le nom Ouais, de ce faire skatepark le là parce que, je les ai- Non. Luxembourg. Le Sombourg. On adore le chocolat là-bas. C'est son rêve, c'est Brigrit, ouais. C'est le skatepark de Pétrus, les amis. Mais Et non. dernier, ouais, Pétrus. Pétrus, il s'appelle. Putain, mais- C'est Le le nom. dernier, moi je te le dis avant même Dernier. qu'il apparaisse. Vas-y. Oh, facile, trop facile. Non, pas du tout, je sais pas. Parce qu'il y en a tellement comme ça en France. J'avoue, ça pourrait être un Anime, skatepark. Anime. Non. C'est le skatepark Non, non, de non. Nîmes, je m'en Non, souviens, en non, 97. J'ai fait nos speaks là-bas. On avait une genre de pyramide dans ce plus ou moins style-là à l'époque, mais non. C'est quoi, c'est un rainbow là le Ouais, petit- le Rainbow, Ouais, c'est un Rainbow, ouais. Le Rainbow, il est fâché. Hein. C'est Ouais. à la vie ou à la mort. Très vénère, très engagé le Rainbow. Oula, Oh, bah, une image quand très même. nette. Voilà. Ah, mais c'est pas celui où il skate tout le temps le transfert de la rampe là Exact. Oui, tout à fait. Mm. Tout à Ouais, fait. ouais. Bah, je sais pas où c'est, mais. C'est. C'est Frogtown, ça. Il y a Enzo Jaws qui a trouvé Frog, exactement. Frogtown. Putain, vous êtes trop chaud, les gars. Ah ouais, là, les gars, la ref. Bravo. Aïe, T'as vu aïe, comment il aïe, est aïe, courageux, aïe, le aïe. skatepark, en plus. Genre, Ouais, il est c'est chaud ouf, le parc. Hein. Il est Ils ont grave connu chaud. comme ça, mais ouais. Et bah, trop fort, les gars. T'en Bien as un joué. dernier ou c'était fini Oh, c'était fini. Ah, C'était ok. le dernier. Ok, C'était le ouais, dernier. trop bien. Pas mal le concept. Très bien. Parfait. Skatepark privé de Machu. N'importe quoi. Et ben, c'était top, les amis. Trop cool. Ouais. Merci à tous, en tout cas, ce d'être podcast restés, magnifique jusqu'au bout. Il y avec a 60 personnes. 60 personnes qui sont restées. Merci Trop Mathias bien. aussi de Ouais, avec nous plaisir. avoir fait confiance. Merci d'être venu, vraiment, c'était Ouais, trop bien. ouais, non, cool. Trop cool. Merci d'avoir pris de ton temps. Merci à vous. Il y en a plein qui ont Merci kiffé là Laura, dans le merci chat. JP, Merci Massimo. Plein qui ont merci dit à t'as vous une belle tous. élocution, une belle éloquence. Merci. J'essaie de vendre mon truc pour la Street League de l'année prochaine. Tralala, la Street League Cosa Nostra. Jérémy, si tu m'entends, Avec des modules en béton. il faut une femme qui gagne la Street League, une française. l'année Ouais, prochaine. ça serait Ah, ce serait chouette. Ce serait Lulu, il chouette. faut y aller, Lulu. Mm. Lulu. Elle De ouf, peut, de ouais. ouf, de ouf. Mm. Ce serait chouette. En tout cas, vous pouvez retrouver cette vidéo en VOD, bien évidemment, sur YouTube, sur Twitch également, tout à fait possible. N'oubliez pas les souscriptions. Bah, sur il y en a YouTube, qui ont tout ce souscrit, qui est d'ailleurs, différent. hein. Ouais, il y en a plein. Merci à tous, c'est là, vrai. Merci à ceux qui ont souscrit, exactement. Ceux qui ont fait l'effort. Tout à fait. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, Bah hein, ouais, vendredi semaine prochain. prochaine. Ouais, encore Avec, un grand merci pour l'invitation, trop cool. Avec Passez plaisir, un mon bon gars. moment. Ouais, Mon merci téléphone beaucoup. a beaucoup sonné, j'ai entendu Ah bah, les... c'est- J'étais là, je suis oh, là, Tu vas voir, normalement, c'est Je quand les tu, appelle manqués là. Ouais. quand tu je finis reprends- l'émission, tu vas voir tous les messages de. Non, c'est tous ceux qui veulent un stage ou un taf. Grave. Vas-y, j'insiste. D'ailleurs, vous pouvez suivre Cosa Nostra sur Instagram. Ouais. Instagram, Ouais, n'hésitez ouais. pas. Ouais, c'est très actif l'Instagram de. On essaie d'être pas mal. Il y a Samuel Méjean qui est derrière et tout ça de Nîmes. Hein, De et Nîmes, qui bien est sûr. Encore un un. collègue, un Connexion. salarié. Moi, j'essaye aussi d'y être de temps en temps. Avant, on avait Louis Griesser qui Ouais. était derrière Ils sont l'Insta. partis. En fait, c'est voilà, on essaie d'y aller un peu à tour de rôle. En ce moment, c'est Sam qui prend un peu le lead sur le truc. C'est cool les Trop petites bien. édits Mhm. que vous faites en ce moment. Ouais, en on plus, essaye, on va en sortir une, Mm. je pense, là, un récap du mois de novembre où il y a eu un gros fracassage au parc au mois de novembre. Pas Trop mal bien. de Joe Lascar, pas mal de gars qui sont venus. J'ai vu le Encore, truc. encore un. Mardel. Le five of flip sur Ouais. la pote. Ouais, on a pas Bel mal air. de trucs qui ont été faits. Il n'y a pas grand monde et qui sont assez cool. Donc voilà. Trop J'en bien. ai hâte de voir ça. Génial. Et ben, trop bien. On peut raccrocher, les amis, On peut-être. peut rendre le Ah. live. Bisous, les amis. À semaine Allez. prochaine. When you say I'm influenced, do you talk about my friend? Is it because you can't have them? I'm
telling